Salut tout le monde! Vous aimez jouer au Ouija? Vous considérez que le film Ghostbusters est un classique qui ne se démodera jamais? Votre fête préférée est l'Halloween? Ben, le Battletown Review est fait sur mesure pour vous. Cette fois-ci, on attaque les Night Hunt, mais d'abord et avant tout, on a quelques remerciements à faire. Oui, ben d'abord, on aimerait remercier le Griffon qui commandite nos analyses de Battletome. Le lien va être dans la description si jamais vous avez besoin de jeux de société, de figurines ou même de cartes Magic. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. C'est une super boutique ici à Sherbrooke. Exceptionnellement, on ne partagera pas les images du Battletome parce que tout a déjà été divulgaché, leaké en anglais sur les réseaux sociaux. Alors, ce que je vais vous partager, c'est un PDF, une compilation de tout ce qui a été divulgaché, qui a été fait par Paul Kelly, un membre de la communauté Night Hunt sur Facebook. Et il m'a gentiment autorisé à présenter, dans le fond, son PDF. C'est la 5e version, donc il y avait des petites coquilles qui ont été corrigées au fil des versions. Et comme vous le voyez, ce qu'on vous présente à l'écran est en anglais, comme Vincent l'a expliqué. Par contre, on va faire attention à présenter autant que possible les règles en français dans nos vidéos lorsqu'elles sont disponibles et à utiliser la terminologie en français. On a fait un petit sondage récemment sur notre page YouTube où plus de 60% des gens ont dit préférer avoir les règles en français qu'en anglais. Par contre, le milieu compétitif joue quasi exclusivement avec les règles en anglais, donc on va se donner la liberté de passer de un à l'autre selon le contexte. Mais on va faire attention à toujours présenter, lorsque possible, les règles en français à l'écran. Excellent. Donc, ceci étant dit, on est prêt à plonger à l'aventure, en fait, dans ce nouveau Battletome des Night Hunt, un Battletome qui était vraiment attendu. On s'entend, c'est une armée qui a beaucoup, beaucoup d'admirateurs. Les figurines sont simplement magnifiques, mais au niveau compétitif, là, on s'entend depuis plusieurs années, en fait, là, c'est une armée qui en arrache en milieu compétitif. Tes premières impressions, Vincent, tu joues Night Hunt. Yann, tu as pu les affronter une fois contre Vincent, justement. J'aimerais avoir, avant de commencer les règles, quelles sont vos impressions après une partie test? Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est mieux que rien. Oui, c'est ça. Évidemment, c'est juste une partie. Moi, je suis parti avec une impression assez négative, je vais être honnête, parce que Nighton part de tellement bas dans le méta, puis beaucoup des Wash Rolls n'ont pas été modifiés de façon significative, du moins Mhm. les lignes d'attaque, par exemple, pour les grosses unités, les Reaper, les Harridan, les Blade Gaze, ça demeure à peu près les mêmes lignes d'attaque. Donc, au départ, je suis un petit peu dubitatif, même si je trouvais que c'est un Battletome qui avait l'air intelligent. Ils ont repensé les habiletés pour que ce soit beaucoup plus amusante à jouer. Mais là, plus j'ai fait des statistiques, je les ai joués aussi contre Yann, une partie, plus mon impression devient favorable. Là, je Mhm. pense qu'on a quelque chose de vraiment solide entre les mains sans que ce soit totalement cassé. Là. Ça ne viendra pas casser le méta, puis ça ne détrônera pas les listes Stormcast qui dominent peut-être en ce moment. Mais on a quelque chose de solide et de vraiment le fun à jouer. Ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est très, très amusant à jouer là, comme armée. Pour l'avoir affronté, j'ai l'impression que c'est une armée qui est effectivement très amusante à jouer. Elle est amusante à affronter aussi parce que, comme Vincent l'a dit, elle n'est pas abusive. Elle est très interactive, donc ça, c'était agréable, même si elle a une habilité que je trouve très peu interactive et plus ou moins agréable. On en reparlera tout à l'heure. Pour la petite histoire, en fait, Vincent a affronté mes Cruel Boys version sans Kragnos, donc ça demeure une armée qui est pas particulièrement forte, mais ça a été une victoire quand même assez écrasante des Night Hunt, 17-3 contre mes Cruel Boys. Et à la fin du tour 5, il me restait quelques arbalétriers, c'est tout, sur le champ de bataille. Donc, une victoire assez écrasante des Night Hunt. Donc, un bon niveau de tankiness, somme toute, une assez bonne létalité. J'ai trouvé que c'était une très belle arme. Cool, mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Moi, personnellement, mon préjugé était favorable à la lecture. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de belles mécaniques dans ce Battletome-là qu'on va explorer, je pense, assez rapidement. Beaucoup, beaucoup de belles règles d'allégeance, je pense, qui permettent beaucoup, beaucoup de différents jeux, différentes possibilités. Puis moi, tu sais, je suis très, très boîte à outils quand je fais mes listes, je suis très, très boîte à outils quand je veux penser à une armée. Puis je pense que les Night Hunt ont quand même beaucoup de choses là, qui peuvent pallier à certaines factions. Donc, j'ai bien hâte de vous entendre là-dessus, les gars, là, quelles sont vos impressions. Et on va commencer en fait là, par les processions. Donc, c'est les sous-factions justement des Night Hunt, qui était quelque chose qui manquait dans l'ancien BT, qui a été corrigé dans un livre subséquent. Je pense que c'est un livre de la série Broken Realms, si je ne me trompe pas,
qui a introduit 2 sous-factions. Maintenant, on en a 4. Quelles sont-elles et qu'est-ce qu'on en pense, les gars? Ben, la première, ça va être Grieving Legend. Je pense pas que ça va être beaucoup joué. On va le voir, les règles nous encouragent beaucoup à aller vers du MSU, beaucoup de petites unités sur la table. Et là, la Grieving Legend, ce qu'elle nous dit, c'est que les unités ennemies qui sont engagées à 3 pouces avec nos unités ne peuvent pas retraiter si nos unités ont 10 modèles ou plus. Ben, souvent, nos unités vont avoir 10 modèles au départ, mais dès que le combat va s'être engagé, on va avoir perdu 1 ou 2 modèles, donc l'habileté n'aura pas vraiment d'impact. Ensuite, l'autre qui ne sera pas beaucoup utilisé, mais ça va dépendre du méta et de nos adversaires. Ça va être la dernière, la Quicksilver Dead, qui est une sous-faction qui met à l'honneur les Harridan, que j'adore. Alors, l'adversaire ne peut pas prendre de Ward Roll contre les attaques des Harridan. Donc, des protections, effectivement, qui commencent à devenir de plus en plus fréquentes, là. Exactement. Donc, peut-être que si le méta change, ou peut-être qu'il se joue beaucoup comme des Fire Slayer, par exemple, là, ça va devenir assez intéressant. Imaginez un Fire Slayer qui n'a pas ses protections à 4+, ça... Alex, il fait des cauchemars. On n'en parle pas. Mais je pense que c'est situationnel. Il y a beaucoup d'armées qu'on affronte à l'heure actuelle pour lesquelles ça va être minime l'impact que ça a. Les 2 bonnes sous-factions, celles qui sortent du lot pour moi. La première, c'est la Emerald Oath, qui est la sous-faction de Lady Olinda, même si elle ne gagne pas de bonus particulier dans cette sous-faction-là. On choisit au début de la partie, après le déploiement, D3 plus 1 unité ennemie sur le champ de bataille. Et à la fin de chaque battle round, sur 2+, on fait D3 blessures mortelles à chacune de ces unités-là. On roule pour chacune des unités. Et si c'est un monstre, c'est D3 plus 1. Donc, en moyenne, 3 blessures mortelles à la fin de chaque round sur les monstres. Rapidement, ça se cumule là, autour de 2, autour 3. Puis on a fait ça sur 2 unités si on n'a pas été chanceux, mais 4 unités si on est chanceux. L'adversaire, il commence à trouver ça difficile. Et comme on n'a pas beaucoup de tirs en longue portée, c'est tellement bon pour aller éliminer les petits héros qui sont derrière. Même si on vole, on peut quand même bouger, on en reparlera plus tard. Ça permet de faire des dommages qu'on cible et l'adversaire ne peut rien faire contre ça. Ça, c'est vraiment bon. C'est une mécanique que j'ai trouvée moyennement agréable à affronter parce qu'elle n'est pas interactive du tout, en fait. C'est vraiment, je choisis des unités, tu vas subir des blessures mortelles et tu ne peux pas y réagir, c'est inéluctable. Je pense que ce qui est agréable dans le jeu de AOS, puis surtout avec la V3, c'est que ça a été un jeu très dynamique, très interactif. On peut réagir, faire des contre-actions. Là, ici, on n'est pas dans une mécanique de cet ordre-là. Donc, c'est bien pour les Night Hunt parce que ça leur permet de aller, par exemple, sniper en bon français des petits héros, alors que c'est une armée qui n'a pas de tir à longue portée, donc ça vient pallier une limite de l'armée. Mais comme joueur qui le subit, c'est ben voilà, je peux rien faire, c'est un peu plate. C'est quand même très, très fort. Dans notre partie, Vincent jouait le Emerald Host. Il a ciblé un de mes chamans, en fait le seul chaman que j'avais dans ma liste, et mon Sludge Raker. Et au tour 3, mon Sludge Raker avait déjà subi, je pense, 11 blessures au tour 4. Là. Fait que finalement, quand Vincent l'a chargé, il restait 3 points de vie sur mon Sludge Raker. Il est mort rapidement. Donc, ça a été assez déterminant dans la partie. C'est sûr qu'il a bien roulé. Là. Il a fait des 3 blessures mortelles, 3-4 blessures mortelles par tour par battle round à mon Sludge Raker, mais j'imagine ça sur un Kragnos, sur un Be'lakor, on se débarrasse rapidement des grosses menaces ennemies avec cette habilité-là. Oui, puis ça aussi un petit effet collatéral qui n'est pas inintéressant du tout, en fait, c'est que si justement, parce qu'on s'entend, c'est quelque chose qu'on va utiliser principalement pour aller chercher, comme vous l'avez dit, des petits héros qui donnent du support, bien, c'est que là, ça force l'adversaire à prendre ses actions héroïques pour justement guérir ces héros-là, ce qui peut empêcher d'aller chercher des points de commandement supplémentaires. Donc, non seulement on va aller chercher peut-être à faire du dommage sur des héros de façon complètement gratuite, mais en même temps aussi, ça va peut-être limiter le potentiel de débloquer des habiletés de commandement chez l'adversaire. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Absolument. Dernière sous-faction, une autre sous-faction qui est intéressante, je pense que ça va jouer entre les deux, Emerald Rose et Scarlet Doom. Scarlet Doom met en honneur les Bloodghast Revenant qui étaient vraiment appréciés dans la version précédente puis qui vont encore être appréciés dans cette version-ci. C'est notre unité qui va cogner sur la charge. Dans le fond, ce que la sous-faction vient donner comme bonus, c'est que lorsqu'on a fini notre mouvement de charge avec les Bloodghast Revenant, on va choisir une unité ennemie à 1 pouce de nos Bloodghast et on va rouler un dé pour chacun de nos Bloodghast, donc souvent 10, on va les jouer en petite unité de 10, et sur 5+, l'unité ennemie va subir une blessure mortelle, donc un bloc de 10 Bloodghast fait en moyenne 3.3 blessures mortelles juste à l'impact,
Et après ça, les Blade Guys vont frapper et on va le voir, ils peuvent frapper très, très fort sur la charge. Donc, je pense que ça, évidemment, ça nous oriente à choisir des Blade Guys. Ça joue beaucoup d'unités, mais c'est la sous-faction qui va compétitionner Emerald Rose. À mon avis, c'est entre ces deux-là que ça se joue. Puis les habiletés à faire des dommages mortels se cumulent aussi avec les bonus de charge dont on va passer tantôt, les bonus qu'on va déclencher sur la charge. Donc, ça incite vraiment peut-être à jouer des, comme tu disais, MSU de Blade Geist pour multiplier les charges sur une même unité, multiplier les blessures mortelles, multiplier les bonus. Donc, vraiment une belle sous-faction. Je voudrais revenir sur Quicksilver Dead dont on a parlé, donc celle qui fait en sorte que l'adversaire ne peut pas utiliser de protection contre nos attaques. Je le vois très intéressant dans un tournoi par équipe, en fait, où on peut choisir nos pairings. À ce moment-là, c'est un. Puis actuellement, je pense que les tournois par équipe vont souvent avoir un joueur Nurgle. Alors là, ça devient une grosse réponse à Nurgle où une de ses forces, son 5+ de Ward, est complètement annulée. Donc, je pourrais voir une équipe choisir volontairement une armée Night Hunt, Quicksilver Dead, pour vraiment venir dans le tournoi par équipe contrer Nurgle. Cool, excellent. Je pense que vous avez absolument raison là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, c'est qu'on a maintenant un peu plus de polyvalence, plus de choix. On ne peut pas être contre des options quand on joue à Age of Sigmar. Je pense que c'est vraiment intéressant. Maintenant, on passe à l'autre section, en fait. Puis avant d'en parler, je vais faire un petit retour, en fait, là, sur nos autres reviews de Battletome qu'on a fait depuis la V3. Ce qui revient souvent, en fait, c'est jusqu'à quel point les règles d'allégeance viennent vraiment cimenter la vision qu'on a de l'armée sur le champ de bataille. On pense à comment on les imagine, puis les règles faut vraiment vivre cette faction-là. Donc, dans un premier temps, quelles sont ces règles-là pour les Night Hunt? Et deuxièmement, est-ce que selon vous, est-ce que cette série-là se poursuit? Est-ce que les Night Hunt sont vraiment bien représentés sur la table, fidèlement, en fait, selon ce qu'on s'attend d'eux? Moi, je trouve que oui. Moi, je trouve que oui. On voit des fantômes qui vont foncer, qu'on ne peut pas retenir, qui s'en vont, qui reviennent, qui réapparaissent. Et c'est très, très bien reflété par les règles. Bon, la première règle, c'est Aura of Dread. Alors, les unités ennemies à 3 pouces du Night Hunt sont terrifiées, tout simplement. Ce que ça fait, une unité terrifiée, c'est qu'elle ne peut pas utiliser l'habilité de commandement Inspiring Presence, donc elle ne peut pas s'immuniser au jet de Battle Shock. Là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de grosses unités dans le méta, mais on sait ce qui s'en vient avec le General Handbook. Ça a déjà été mentionné. Ça va être des unités Battle Line, probablement des unités un peu plus grosses. Ça va être une règle qui va pouvoir avoir un impact important. Donc, déjà, on voit ici la saveur Night Hunt. C'est des fantômes qui tournent autour de toi. C'est terrifiant. Tu as l'impression de ne pas pouvoir rien faire. Et on va voir à certains moments aussi, il y a des règles qui disent, ben voici, tu as un bonus où ça s'applique seulement si l'unité ennemie est terrifiée. Donc, on va venir rejouer avec cette règle-là plus tard là, dans les War Scrolls spécifiques, les chartes d'unité. C'est très fluff, hein, l'idée que les adverses en contact avec les Night Hunt soient effrayés. Puis comme tu dis, je pense qu'on va voir peut-être un peu plus de horde à l'avenir. En fait, on a le Battletome des Daughters of Cain qui va sortir. Et si on en croit un peu ce qu'on a vu, on peut espérer un retour des Witch Elves, des Sisters of Slaughter, qu'on joue en groupe de 20, de 30. On a les Skaven aussi qui s'en viennent, donc peut-être un retour en force, on l'espère, des Skaven dans le méta, avec aussi souvent des gros packs de rats, donc à ce moment-là. Et donc, ce sont des unités qui sont sur une bravoure assez faible. Donc ne pas pouvoir prendre le point de commandement pour s'immuniser au Battle Shock, ça pourrait être très bon. Oui, puis juste à regarder récemment avec notre entrevue avec Lou Bergeron, le gagnant du Grand Clash, qui misait sur un grand groupe de trolls. Je regarde, moi, mes armées Fire Slayer, j'ai des grands groupes quand même de Volkite ou peu importe. Donc, c'est sûr que je pense qu'il y a vraiment une tendance, et comme vous l'avez dit, avec le nouveau manuel général qui a déjà été divulgaché un peu dans son contenu, ben, je pense qu'on s'enligne vers cette habilité-là qui risque d'être plus qu'anecdotique, à mon avis. Et on enchaîne avec la fameuse règle éthérée qui est là depuis longtemps. Bon, éthérée, d'abord, ce que ça dit, c'est que nos sauvegardes d'armure ne peuvent pas être modifiées ni en positif ni en négatif. Bon, c'est un bonus, c'est un malus. Ça veut dire qu'on n'a pas accès à Mystic Shield, on n'a pas accès à Finest Hour pour nos héros, on n'a pas accès à All Out Defense non plus, mais on va voir qu'ils ont pris ça en compte plus loin un petit peu dans les règles d'allégeance. Donc, première chose. Deuxième chose qu'Eteri nous donne, maintenant, les Night Hunt ont une Ward Save à 6+. Et c'est intéressant, c'est une petite modification, mais avant, ça prenait d'être entièrement à 12 pouces d'un héros. Donc, ça devenait difficile parce que là, nos unités se promènent un peu partout. Les héros ne pouvaient pas suivre parce qu'il n'y avait pas un mouvement aussi grand.
Dès que nos héros mouraient, on était très, très dépendants des héros. Là, ben, on a la Ward Save sans voir de héros. Donc, même si tous nos héros se font sniper, meurent avant la fin de la partie, on garde toujours notre sauvegarde d'armure, notre sauvegarde invulnérable à 6+. Et finalement, ce qui vient avec Éthéré, troisième habilité, et celle-là, c'est celle qui rend l'armée si amusante à jouer puis qui lui donne vraiment beaucoup, beaucoup de punch. Les unités Nighton peuvent retraiter et charger. Donc, toutes les unités retraitent et chargent. Et ces retraites et charges, pas avec des unités qui ont un mouvement de 4 pouces ou de 5 pouces, où c'est difficile. C'est 8 pouces de mouvement, on va le voir sur à peu près toute l'armée. Et vol, donc retraite, ça peut être par-dessus une unité ennemie vers les lignes arrière de l'adversaire. Et ensuite de ça, on peut charger. C'est monstrueux la mobilité que ça donne à l'armée. Et on va le voir, c'est une des prochaines règles. On a des bonus quand on charge, donc on est encouragé à toujours retraiter puis recharger. Ça rend l'armée vraiment mobile, vraiment amusante. Et vraiment tanky, parce que la sauvegarde éthérée, même si, comme tu l'as dit, on ne peut pas profiter des bonus comme bouclier mystique, etc., ça reste qu'avec les nouveaux Battle Tomes, la majorité des unités ont de la pénétration, de la perforation d'armure. Et on a de plus en plus de -2, voire de -3 dans le méta. À ce moment-là, tu as un Kragnos, par exemple, qui te charge, mais ses attaques avec 3 de perforation, t'en ris, puis tu peux, sur un bon jet, toutes les sauver avec ton 4+. Donc, je pense que globalement, il y a beaucoup plus d'armées qui ont -1, -2, -3 ou d'unités que pas de rend. Donc, je pense que l'éthéré, globalement, surtout en V3, ça devient meilleur que ce l'était en V2 même, peut-être, ou en début de V3 à tout le moins. Puis le retraite et charge, là, wow! C'est que dire? C'est monstrueusement bon. C'est monstrueusement bon. Tu l'as dit, puis on va en parler tantôt. La mobilité que ça ajoute à l'armée, en plus de pouvoir profiter des multiples bonus de charge, pour l'avoir affronté, ça t'a permis de retraiter, d'aller chercher une autre unité derrière, de rapprocher les modèles d'un objectif avec cette charge-là dans notre partie. Donc, c'est vraiment là, une habileté qui va pouvoir être bien utilisée, voire abusée. Ouais, je pense que c'est une des meilleures règles en fait du jeu, une meilleure habilité qu'on peut avoir. Là, ça ouvre tellement de possibilités. Mais encore une fois, tout ça combiné ensemble, ça fait exactement ce qu'on s'attend des Nighthunts, en fait. Là. Vincent, tu le disais tantôt, des vagues après vagues de fantômes qu'on peut pas saisir, je trouve ça vraiment intéressant. La prochaine maintenant, Discorporate. Oui, ben en fait, ça, c'est notre All-Out Defense des Nighthunts. Ils ont pris en compte qu'on ne peut pas se donner +1 de sauvegarde. Donc, ce qu'on va pouvoir faire dans la phase de tir ou la phase de combat, comme un All-Out Defense, on va pouvoir se donner une sauvegarde, une protection de 5+ au lieu de 6+. Wow! Tout simplement. Donc, on vient de gagner le All-Out Defense qu'on n'avait pas. En fait, s'il y a de quoi, c'est quasiment un peu mieux parce que c'est une ward qu'on C'est un améliore. deuxième jet, là, oui. Exactement. Fait que là, on se retrouve avec une unité qui va être à 4+ non modifié, 5+ non modifié. Ça commence à être très, très tanky comme unité. Ça, c'est un trait de commandement d'une des sous-factions chez les Daughters of Cain, d'amener la ward à 5+ plutôt qu'à 6+, qui est considéré comme très bon, qu'on va choisir pour ça. De la même manière que le retraite et charge, c'est une habilité d'une sous-allégeance qu'on a chez les Daughters of Cain, qu'on choisit la sous-allégeance pour ça. Et là c'est toute l'armée qui l'a ou qui a la possibilité de l'avoir pour un point de commandement. C'est très, très bon. Excellent, tout à fait. Et on a également Wave of Terror. Donc, on parle de charge, mais on a la réponse ici. Oui, puis là, c'est là que je parlais, le Battle Tome est intelligent par rapport au précédent. Le précédent, sur 10+, notre unité chargeait, ça faisait une charge à 10+ non modifiée. Elle pouvait tout de suite s'activer pour faire un premier pile-in, un premier engagement, puis une frappe. Puis après ça, elle pouvait frapper plus tard, là, au début de la phase, dans la phase de combat. Sauf que c'était, dans le fond, 10+, c'est une chance sur 6 là, à peu près qu'on a de l'avoir. Fait que c'était joué à la roulette. De temps en temps, ça faisait des parties où les Nighthunts étaient explosifs, mais la majorité du temps, ils faisaient rien. Puis tu avais ton 10+ finalement quand c'est un héros sans trop de punch qui chargeait. Là, ils ont fait une charte qui finalement est progressive. Donc, dès que tu charges, à moins de rouler un 3, tu as un bonus et le bonus est meilleur. Et non seulement il est meilleur, mais on peut choisir le bonus qu'on veut. Donc, je lis la charte un petit peu. Quand on fait une charge, puis notre jet est non modifié de 4 ou 7, on va gagner l'habilité Shriek. Ça veut dire qu'on va soustraire de 1 le jet pour toucher des unités ennemies. OK. Fait que ça veut dire que nos unités, quand elles vont charger, vont se faire. La riposte de l'adversaire va être moins forte. Ensuite, 8 ou 9, stun, on va soustraire de 1
le jet de sauvegarde de l'adversaire. Donc, c'est comme si on rajoutait 1 à notre pénétration d'armure. Ça vient d'augmenter de façon significative l'impact de nos unités sur la charge. Et 10, Petrify, ça veut dire que l'unité ennemie va avoir la règle Strike Last, elle va attaquer seulement après la phase de combat. Donc, si on a plusieurs unités qui chargent, on a des bonnes chances que l'une de ces unités-là réussisse à avoir le Strike Last. Donc, on sait que ce combat-là, on n'a pas besoin de s'en soucier, on peut se concentrer sur un autre combat avant. C'est vraiment très, très bon. Dans un instant, je présenterai juste, j'ai fait un petit tableau de statistiques, voir c'est à quoi on peut s'attendre. Et ce qu'il faut rajouter à ça, c'est 2 règles importantes. Premièrement, ils ont clarifié que c'est cumulable. Et là, il y a vraiment une petite note qui dit que c'est cumulable, ça n'a pas besoin d'être faqué. Donc, s'il y a 3 unités qui chargent, puis que les 3 unités, par exemple, font 8 ou plus, ben, l'unité ennemie va être à -3 à sa sauvegarde d'armure. Et ce qu'ils ont ajouté aussi, c'est qu'on peut choisir. Donc, si je fais une première charge, puis que j'ai mon 10+, l'unité ennemie strike class, je décide de garder ça parce que je veux m'engager ailleurs d'abord, mais que je recharge avec une deuxième unité, puis j'ai encore strike last, bien là, je peux choisir d'utiliser le stun ou le shriek à la place. Donc, ça donne des options supplémentaires pour le joueur. Je l'ai essayé pendant la partie. À un moment donné, j'ai chargé avec 3 héros puis une unité, puis l'unité de Yann s'est retrouvée à quelque chose comme strike class, -1 de sauvegarde, puis -2 pour toucher. Je veux dire, c'est complètement ridicule les combos que ça peut faire. Fait que vraiment, vraiment une bonne règle. Ça se combine très, très bien avec l'idée qu'on peut retraiter, charger à tout moment, à chaque fois que c'est notre phase. C'était mon général sur vos tours qui s'est fait charger et cumuler. Là, on a vraiment pu voir le cumul des bonus de charge là, avec 4 unités comme ça. C'est vraiment très bon. Est-ce que justement, cette règle-là ne vient pas pousser davantage les Night Hunt à être une armée MSU, donc plusieurs petites unités, pour vraiment là, donner des malus partout puis des pénalités partout? Là? Ça s'enligne vers ça. Hein? Ça s'enligne vers ça. Alors, si on veut voir juste un petit peu les statistiques, à quoi s'attendre, là, parce que j'ai vu des gens qui disaient on va chercher 3 unités, puis l'unité ennemie va être à -3 de Rennes. Ça n'arrivera pas, là. Mais on a quand même un bon ratio, un tableau qui est intéressant. Si tu charges juste avec une unité, à peu près 4 fois sur 10, tu vas réussir à donner -1 à la sauvegarde de l'adversaire, donc tu vas augmenter ton punch. Mais dès que tu charges à 2 unités ou plus, ça devient intéressant. Avec 2 unités, tu peux t'attendre 2 fois sur 3 environ à avoir au moins +1 de Rennes finalement, ou -1 à la sauvegarde de l'adversaire quand tu charges, donc plus que la moitié des fois. Et si tu réussis à charger à 3 unités, bon, tu as juste 7% de chance de l'amener à -3 de sauvegarde, mais tu as quand même 80% de chance d'avoir au moins -1 à la sauvegarde de l'adversaire. Donc, 3 unités qui chargent, tu peux te fier que tes Blade Guys vont être rendus à Rennes -2 plutôt que -1, ce qui augmente significativement leur impact. Là. Donc, super bonne habileté, relativement fiable. Puis là, évidemment, j'ai arrêté à 3 unités parce que j'étais tanné de faire les statistiques, mais on l'a vu dans notre partie. Puis j'avais peut-être pas maximisé ma liste pour faire le plus de charges possible. Ça va être possible d'amener des fois 3, 4, 5 unités sur une même unité adverse pour cumuler tous ces bonus-là, puis oblitérer ce qu'on va toucher. Donc, merci Vincent pour c'est du bon travail. En fait, là, ça fait juste montrer vraiment l'importance de cette règle-là, puis l'importance qu'une armée de style MSU là, va apporter là, à la partie. Et juste comme si c'était pas assez, en fait, on a encore d'autres règles d'allégeance, en fait, avec Frightful Touch. Oui. Ben, dans le fond, c'est pour acheter un petit peu de punch, parce que c'était un des défauts de l'armée. Elle manquait un petit peu de punch. Alors, Frightful Touch, avant, c'était certaines unités Night Hunt l'avaient, c'était sur des 6 pour toucher non modifiés, on faisait une blessure mortelle. Maintenant, ça l'a changé. C'est toutes les unités Night Hunt qui ont ça. Sur un 6 non modifié pour toucher, on blesse automatiquement, donc pas besoin de faire de jet de blessure. On passe tout de suite à la sauvegarde de l'adversaire. Pourquoi pas? Ça augmente un petit peu la létalité de toutes nos unités. C'est bienvenu. C'est original aussi, ça ne fait pas encore une fois un 6 pour toucher qui fait une blessure mortelle. On change un peu la mécanique. C'est un peu moins bon que la blessure mortelle, mais au moins c'est différent. Excellent. Puis, il y en a une dernière aussi, Vanishing Phantasm. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ben, avant, on avait la possibilité de mettre la moitié de nos unités dans les cimetières ou sous terre puis les faire apparaître à 9 pouces de l'adversaire. Maintenant, c'est un petit peu différent. On va déployer toute notre armée et un coup que c'est terminé, on va choisir 3 unités. Et là, c'est intéressant, c'est pas un D3, c'est pas aléatoire. On va choisir 3 unités qu'on va pouvoir retirer, mettre en réserve et faire réapparaître à la fin d'une de nos phases de mouvement, 9 pouces d'unité ennemie.
Je pense que c'est plus intéressant comme ça parce que comme ça, on peut tendre un piège à l'adversaire, on peut voir comment il se déploie et là, peut-être finalement décider de retirer ou garder notre unité parce qu'on dit, ben là, finalement, la façon dont c'est déployé, je vais pouvoir charger avec dès le tour 1, prendre l'objectif. Bref, on peut voir comment ça se passe et là, on va retirer 3 de nos unités, on les met en réserve et on peut les faire apparaître et on n'est pas obligé, si on peut retirer 3 unités, peut-être que dans certains scénarios, ça ne vaudra pas la peine. Donc, belle petite habileté qui s'ajoute à toutes celles qu'on a déjà mentionnées. C'est incroyable. On a vraiment des belles habiletés d'allégeance, là, solides. Je pense que ça va être bon contre certaines armées, surtout celles qui ont du tir, par exemple. On peut avoir une de nos unités importantes qui s'est retrouvée à portée de tir au déploiement parce que l'autre a déployé après nous ses unités de tir. Oups, on la retire. L'autre ne peut pas tirer sur notre unité ciblée au tour 1, et ainsi de suite. Donc, vraiment belle habileté. Ouais, je suis d'accord. Donc, somme toute, beaucoup d'habilités d'allégeance, très, très thématiques. Je pense que c'est ce qu'on s'attend. C'est ce qu'on s'attend justement des Night Hunt. Fait que chapeau, honnêtement, là, c'est vraiment intéressant. Donc maintenant, on y va avec le domaine de sort des Night Hunt, donc le domaine du Underworld, du sous-monde. Est-ce qu'il y en a des sorts là-dedans qui ont capté ton attention, Vincent? Il y en a 3 sur 6. Je trouve que c'est quand même vraiment bon. Oui. 3 sur 6, c'est vraiment excellent. Bon, le premier qu'on avait déjà, c'est Soul Cage, un casting value de 7, une portée de 12. C'est un petit peu petit comme portée, mais ça va faire en sorte de donner à une unité ennemie la règle Strike Last. Donc, l'unité ennemie va frapper à la fin de la phase de combat. Et ça, c'est jusqu'à notre prochaine phase de héros. Donc, c'est sûr que quand on charge, ça se peut qu'on réussisse à avoir cette habileté-là puis à l'infliger à l'unité ennemie. Mais là, ça va rester jusqu'à notre prochaine phase de héros. Donc, ça nous permet, quand on séquence les combats, de choisir plus facilement quelle unité on va faire frapper avant. Tout à Donc, fait. super bon sort. Bon, Spirit Drain, Life Stealer, un peu moins intéressant. Quoique Spirit Drain, c'est dans le fond, on fait des 6. Sur des 6, on fait des blessures mortelles là, sur une unité. C'est un sort anti-horde. Life Stealer, c'est pour se guérir un peu. Nagash va peut-être aimer Life Stealer, se donner un des 3 points de vie de plus. Mais ce n'est pas des sorts qu'on va prendre, du moins pas dans le méta actuel. Ce qu'on va prendre, Seal of Shyish, ça va être peut-être le meilleur sort qu'on a. Ou en tout cas, il rivalise avec les deux autres. Casting value 5, portée de 12. Puis, si on l'a bien lancé, si on a réussi, on prend une unité Night Hunt et cette unité-là va avoir une sauvegarde invulnérable, une ward à 5+, tout simplement. Voilà. Donc, on économise notre point de commandement qu'on va utiliser pour une autre unité à qui on va donner 5+. Et ensuite, Shade Mist. Shade Mist, qui est un classique, c'est casting value 6, portée de 12. On prend une de nos unités entièrement à 12 pouces et on va soustraire de 1 les jets pour blesser des unités ennemies qui vont la cibler. Là, on a vu qu'on peut donner -1 pour toucher sur la charge, -1 pour blesser avec ce sort-là. On a une sauvegarde itérée, donc on ignore la perforation, puis on est à 5+ de ward save potentiellement. L'adversaire va trouver qu'il roule beaucoup de dés pour pas grand-chose, finalement. Ça fait une unité assez tanky, effectivement. Et le dernier, avant que Yann puisse commenter, parce qu'il a eu la chance de les expérimenter, le dernier, c'est un téléport, mais un téléport seulement pour le lanceur de sort. Donc, c'est seulement 4. C'est très, très facile à lancer. Ça permet de déplacer le lanceur. Le problème, c'est que si on prend ça, on ne prend pas un autre sort du domaine. Encore une fois, Nagash, qui connaît tous les sorts, lui va peut-être trouver ça intéressant, pouvoir le téléporter, puis après ça, faire des Arcane Bolt en quantité parce qu'on l'a approché. Pourquoi pas? Mais sinon, peut-être que ça va être moins utilisé. Je pense que les 3, Soul Cage, Shade Mist, puis Seal of Shyish, vont être les sorts qu'on va voir le plus souvent. Puis c'est vraiment excellent. On a 3 sorts qui sont bons sur un domaine de 6 sorts. Wow! Tout à fait. C'est vraiment fluff, hein? On se sent comme adversaire, on se sent flétrir au contact des Night Hunt. -1 pour toucher, -1 pour blesser. Il y a la sauvegarde éthérée, la ward, frapper en dernier. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a l'impression un peu vraiment d'être en train de vieillir, de flétrir, puis de ne pas être capable de donner notre plein rendement. Donc, c'est très, très fluff, là. Maintenant, on passe au trait de commandement. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont capté ton attention là-dedans, Vincent? On en a déjà un bon, moi que j'aime bien, Master of Magic, dans le General Handbook, permettre de relancer des jets de casting ou de unbinding. Je l'avais utilisé pendant le Grand Clash. J'ai vraiment pas été déçu.
Puis j'ai encore, vous allez voir, j'ai fait des listes, j'ai encore tendance à y aller pour cette habileté de commandement-là, ce trait de commandement-là qui est générique. Ceci dit, on a Lingering Spirit qui donne Ward Save à 4+ contre les dommages infligés par les blessures mortelles. On va vouloir garder notre point de commandement pour donner des 5+, peut-être à nos grosses unités. Donc, pourquoi pas protéger un héros qui serait vraiment clé dans notre stratégie avec Lingering Spirit? Moi, je pense que c'est probablement celui qui est le plus intéressant. Sinon, on va se tourner peut-être vers les habiletés plus génériques. OK, intéressant. Si on y va maintenant pour les artefacts, donc on a encore plusieurs tables d'artefacts, j'imagine. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont intéressants là-dedans? Oui, il y en a qui sont intéressants. Le Witchlight Lantern pour un wizard seulement, qui est assez intéressant, selon moi, je trouve. C'est qu'une fois par bataille, un wizard va pouvoir lancer un sort additionnel, mais un sort qu'il ne connaît pas de la lore of Underworld. Fait que je trouve que c'est, je sais pas, c'est sympathique parce qu'on a vu qu'on a un lore qui est complet, dans le fond, qui a plusieurs bonnes options. On choisit juste un sort, puis peut-être qu'à un moment donné, on va avoir besoin du téléport. Mais là, si on ne l'a pas pris, on peut lancer ce sort-là additionnel. On va voir que le Guardian of Soul demeure une pièce qui va être souvent sur les tables. Lui-même, le Guardian of Soul a un sort qui est bon. Il lance seulement un sort, puis son sort ramène des 6 modèles. Puis en plus de ça, il va avoir peut-être Shade Mist ou fait souvent on ne saura pas quel sort choisir. Donc, une fois pouvoir lancer un sort additionnel, pourquoi pas avec lui. Sinon, Light Shard of the Harvest Moon, vraiment solide, notamment sur des Blade Gaze ou des Reapers qui de base ont seulement 2 attaques. C'est juste une fois par bataille. Mais au début de la phase de combat, on va utiliser cet artefact-là. Et toutes les unités de Night Hunt entièrement à 12 pouces du porteur vont gagner une attaque additionnelle sur leur attaque de mêlée. Fait que là, tes Reapers passent de 2 à 3 attaques, donc 50% plus d'efficacité, mais le porteur lui-même gagne une attaque. Puis comme on va charger avec beaucoup d'unités, c'est toutes ces unités-là qui en bénéficient. Donc, on le sait, à EOS, il y a souvent 1 ou 2 tours qui sont cruciaux, là, où vraiment ça passe ou ça casse. Le tour où tu fais ta grosse charge, puis là, il faut que ça passe, tu utilises son artefact, tu es sûr de nettoyer ce que tu vas toucher. En tout cas, tu augmentes de façon significative tes chances de nettoyer ce que tu vas toucher. Donc, un bon artefact, même s'il est juste une fois par bataille, celui-ci, je l'aime bien. Et le dernier que j'avais passé, mais le Midnight Tomb qui a attiré mon attention, c'est juste une fois par bataille, mais si le lanceur, qui va être un sorcier, le lanceur de sorts, choisit de lancer un Endless Spell, le Endless Spell est lancé automatiquement et ne peut pas être unbindé. Donc, on réussit automatiquement notre jet. J'ai vraiment été tenté d'essayer avec le Terminex Nexus, un des Endless Spells des Night Hunt que j'ai essayé de rentrer, qui est malheureusement un peu trop cher. Mais rentrer ça, c'est le tour où c'est vraiment crucial de réussir notre Endless Spell. On est certain de réussir. Pourquoi pas? Je trouve que c'est sympathique comme artefact. Peut-être pas le premier qu'on va choisir, mais dans certaines constructions de liste, je me dis que ça pourrait être bon. Et on va voir que le General Handbook aussi, les coûts en points des artefacts vont peut-être être modifiés. Peut-être qu'on va être tenté d'en jouer plus parce que présentement, ils ne sont pas très présents. C'est une option sympathique. Tout à fait. Maintenant, au niveau des grandes stratégies, des tactiques de bataille, donc c'est un peu connu dans la V3, les nouveaux livres. Les grandes stratégies sont rarement efficaces, ou du moins rarement plus intéressantes que les génériques. Et les tactiques de bataille peuvent être intéressantes, offrir des options, je dirais, plus polyvalentes sans plus. Est-ce que c'est encore le cas pour ce livre-là? Hold the Line demeure un bon choix pour les Night Hunt ou Price Sorcery, peut-être, dépendamment de construction. Il y en a 4, puis c'est vraiment, vraiment trop risqué. Là. Je vais juste vous donner une idée. Bon, Assault to Claim ou Dismantle the Brave, dans le fond, c'est qu'il va falloir détruire une unité ennemie, mais comment est-ce ça va être choisi? Ça va être choisi, c'est pas nous qui vont le choisir. Assault to Claim, c'est qu'au début de la partie, on va regarder quelle unité ennemie qui a le highest wound caractéristique, donc qui a le plus de points de vie finalement, et c'est elle qu'il va falloir détruire par une unité summonable. Donc, ça ne peut pas être un héros qui le détruit. Si l'adversaire joue un Kragnos, tu es triste un petit peu. Là. Ça va être difficile. L'autre, Dismantle the Brave, il dit tu vas choisir une unité qui a la plus haute caractéristique de bravoure. C'est elle qu'il faut que tu détruises. Et il ne faut pas que ton général, toi, soit mort. Donc, c'est comme 2 conditions.
Fait que ça ne fonctionne pas vraiment. Fright or flight, il faut que à la fin de la bataille, il n'y a pas d'unité ennemie à 6 pouces des Friendly Nighton Unit, des unités Nighton qui contestent les objectifs. Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Si c'est l'adversaire qui finit le dernier tour, il va juste s'avancer, puis ça va être terminé. Il faut finalement que tu aies tablé l'adversaire. Puis Feed on Terror, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait, à la fin de la bataille, une unité ou plus de l'ennemi qui soit terrifiée. Malheureusement, si c'est pas toi qui finis le tour, l'adversaire va juste retraiter toutes ses unités et tu viens de pas faire ta grand strategy. C'est trop facile à empêcher par l'adversaire. Donc, non, il n'y a pas de grand stratégie vraiment intéressante. Au niveau des tactiques de bataille? Bon, la première, la première, elle est un petit peu difficile. Il faudrait que charger une unité ennemie. Il faut qu'elle soit affectée dans le même tour par le Shriek, le Stun et le Petrify des Wave of Terror. Et c'est pas où. Donc là, statistiquement, très peu probable que ça arrive. Ça va être difficile. Le deuxième, on utilise 2 unités Nighton qui doivent être à un demi-pouce de la même unité ennemie à la fin du tour. Encore une fois, ça va être très difficile parce que l'adversaire, si on le frappe, va retirer des modèles. C'est facile pour lui de retirer des modèles de façon à ce que ce soit plus à un demi-pouce. Bon, la masse panique, plus facile un petit peu. S'il y a 3 unités ennemies ou plus qui sont terrifiées, donc qui sont encore engagées à la fin du tour, il faut quand même calculer nos choses parce que ça prend 3 unités, l'adversaire va enlever. Il ne faut pas tuer non plus l'unité ennemie qui est engagée. Mais ça peut être faisable selon moi. Sinon, héros ou monstre qui est détruit par des Chain Rasps ou des Spirit Oaths, ça n'arrivera pas. Les Spirit Oaths ne font plus de blessures mortelles, ils ne cognent plus. Les Chain Rasps n'ont jamais cogné, donc il n'y a rien à faire là. Ensuite, One Stop, No Return. En fait, c'est comme un Monstrous Takeover, mais avec le Black Coach. Il faut que le Black Coach soit à 3 pouces d'un objectif. Le Black Coach, bon, c'est facile, le Black Coach se téléporte, mais le Black Coach, on va voir, il n'est pas très bon, malheureusement. Là, ils ont encore raté un peu le Watch Roll, ce qui est triste. Donc, si vous jouez un Black Coach, c'est une presque automatique. Si vous ne jouez pas de Black Coach, évidemment, ce n'est pas faisable. Puis, Ceaseless Nightmare, il faut que 2 unités ou plus ennemis terrifiés ratent leur Battle Shock Test. Fait que c'est correct, c'est des options de plus, mais il n'y en a pas qui sont, à part celle du Black Coach, il n'y en a pas qui sont auto-include, qui sont faciles à faire. Ouais, ben, en fait, c'est quand même intéressant parce que ça ouvre des options. Les 2 premières sont quand même faisables sous certaines circonstances, là, sont assez fiables, en fait, le tour où on va les essayer. Donc, ça donne des options de plus, d'autant plus qu'en Iton, souvent, on ne jouera pas de monstre, en fait. Donc, ça nous coupe une tactique de bataille générique. Si l'adversaire ne joue pas de monstre, on perd aussi une autre tactique de bataille générique. Donc, là, avoir plus d'options, c'est toujours un bon choix. On sait aussi que les tactiques de bataille sont souvent un tiebreaker dans certains tournois. Hein, c'est le nombre de victoires, puis ensuite le bris d'égalité se fait aux tactiques de bataille réussies. Donc, il y a vraiment un avantage pour les armées qui ont plus d'options de tactiques de bataille. Tout à fait. Excellent. Donc, maintenant, si on tombe dans le vif du sujet, on a vu les règles, maintenant on va voir les War Scrolls. Et bien sûr, si on les met sur la table, sur les tablettes, ou si on les peint. Donc, on commence avec, bien sûr, la Mortac elle-même, Lady Olander. Qu'est-ce qu'on en pense, les gars? Oui. Bon, juste une petite note, le War Scroll de Nagash, je crois, n'est pas dans ce PDF-là, mais il n'a pas été changé depuis cette dernière itération. Il est un petit peu moins intéressant à jouer en Iton qu'avant parce que là, dans l'ancienne version, il y avait un sort qui permet de relancer ses jets pour blesser puis pour toucher avec sa grosse arme, mais il demeure sympathique parce qu'il a accès à un sort, un domaine de sort qui est fort. Donc, Nagash est encore jouable en Iton, même s'il coûte un peu trop cher à l'heure actuelle. Donc, parenthèse fermée sur Nagash. On commence avec Lady Olinda. Oui, écoute, c'est une des pièces, je pense, qui a fait en sorte que beaucoup de gens ont collectionné les Night Hunt. Elle est magnifique, moi, je l'adore. Donc, évidemment, première partie, je l'ai joué. Qu'est-ce qu'on a sur. Bon, premièrement, on a amélioré son mouvement. Son mouvement est maintenant rendu à 8 pouces au lieu de 6 pouces, ce qui est vraiment important parce que ça permet maintenant de suivre le reste de l'armée. On va le voir, presque tous les héros ont augmenté leur mouvement à 8 pouces. Donc, pour pouvoir suivre les Bladegeist, les Harridan, les Grimghast Reaper. Sinon, encore 7 wounds et une sauvegarde à 4. Mais on va voir sa première habileté, Grave Sand of Time. L'unité a maintenant une ward save de 4+. Wow. Ça augmente de façon significative sa durabilité, sa tankiness. Hein. Elle va être capable de survivre. Maintenant, on peut la mettre sur la table, on peut l'avancer.
Donc, génial, là, elle est vraiment plus jouable qu'elle était avant. Toujours sa bravoure à 10. Et on a augmenté aussi, on a 4 attaques, elle rend -2 de dommages, donc elle cogne plus fort. C'est pas une bête de corps à corps, mais elle cogne plus fort qu'avant. Quand on l'envoie, elle va faire du dommage. Mais c'est pas pour ça qu'on va la prendre, c'est pas pour aller au corps à corps, on va la prendre pour d'autres habiletés qu'elle a. Premièrement, No Rest for the Wicked. Une fois par bataille, au début de la phase 0, si Lady Linda est sur le jeu, on va choisir, en fait, toutes nos unités de Nighton, Summonable, on va ramener D6 modèles dans chacune de ces unités-là. D6, pas de D3, D6, donc ça peut être décourageant pour l'adversaire, surtout qu'on le dit avec les bonus à la charge, on va jouer MSU. Donc, il peut y avoir plusieurs unités sur la table. Ensuite de ça, Martyr of Grief. Chaque fois qu'une unité ennemie lance une habileté de commandement, donne un ordre, on va à 12 pouces de Lady Olinda, on va rouler, puis sur 5+, l'ordre n'est pas reçu et le point de commandement est perdu. Ça n'arrivera pas souvent dans la partie, mais ça va arriver souvent, l'adversaire va se donner un point de commandement, par exemple, pour un All-Out Defense, quand on va charger avec Lady Olinda puis nos unités. Et là, sur un 5+, ben non, tu n'as pas ton All-Out Defense, puis en plus, j'ai mes bonus de charge. Ça peut gâcher un peu les plans, les calculs d'un adversaire. Donc, pourquoi pas? Ensuite de ça, on a Lifting the Veil. En fait, ça, c'est une des raisons. Bon, on a déjà No Rest for the Wicked qui fait qu'on le prend là, pour guérir des 6 modèles chez une unité. Mais l'autre raison, c'est qu'elle a l'équivalent d'un tir, une habileté en phase de tir. On prend une unité ennemie à 12 pouces, on roule, sur 2 ou plus, l'unité va subir un nombre de blessures mortelles égal à notre jet de dés. Bref, on fait D6 blessures mortelles. Sur un 1, on ne fait rien, mais D6 blessures mortelles à 12 pouces. Comme on n'a pas beaucoup de tirs dans l'armée, ça permet d'aller sniper le petit héros qui est derrière. D6 blessures mortelles, ça peut être significatif. Et on rajoute 1 en plus si l'unité ennemie est terrifiée. Donc, si l'unité ennemie est déjà engagée au corps à corps, ce qui n'arrivera pas souvent, par exemple, parce que souvent, on va tirer à notre tour et à notre tour, on va être désengagé pour réussir à recharger à nouveau. Donc, ça n'arrivera pas souvent qu'on va avoir ce +1 là au dommage. Puis, en plus de ça, comme c'était pas assez, ben, si on a tué des modèles, on va guérir Lady Olinda de D3 points de vie si on a tué un modèle. Donc, et ce n'est pas une arme de tir, donc ça permet à Lady Olinda de courir et d'utiliser cette habileté-là en phase de tir quand même. Exactement. Et on prend Lady Olinda aussi parce que ça va être une sorcière de niveau 2. Elle lance 2 sorts et dissipe 2 sorts. Et elle a un sort sur son War Scroll qui est solide. C'est un sort qui se lance à 7. Le casting est un petit peu élevé, mais qui a une portée de 18 pouces. On va soustraire de 1 les jets de touche de l'unité ennemie qui est ciblée et on va augmenter de 1 les jets de touche de toutes nos unités qui vont la cibler. C'était un sort qui était bon. Il continue d'être vraiment, vraiment très bon. Donc, est-ce que c'est suffisant pour la mettre sur la table? 340 points, la figurine, elle a monté beaucoup, beaucoup. Ayez la peinte dans vos tablettes proches. De temps en temps, elle va sortir, puis peut-être qu'avec une petite baisse en points, elle va être sur les tables, mais je pense pas que c'est un auto-include présentement. Alors, 340 points, c'est quand même beaucoup, mais c'est pas idiot de la jouer. Donc, tu sais, peinte sur vos tablettes, mais pas très loin, facilement accessible. Je suis encore partagé sur l'efficacité de Lady Olinda. Je l'ai joué juste une fois, mais ça me semble un gros investissement de coup en point. C'est presque 2 unités de 10 Blade Gaze, par exemple, que ça représente. Mais c'est un sorcier niveau 2, si je me permets d'argumenter en sa faveur, c'est un sorcier niveau 2 qui a accès à des très bons sorts. C'est aussi, elle ramène une fois par bataille des modèles dans toutes les unités. On se souvient que Night Hunt n'ont plus la mécanique des cimetières, donc elle apporte peut-être une certaine récursion, une certaine résilience supplémentaire à l'armée que l'armée a perdue par ailleurs. Et elle a l'habilité War Master, donc elle est générale, elle peut donner des habilités de commandement à 18 pouces. Si le général désigné meurt, elle continue à générer automatiquement le point de commandement qui est alloué pour la présence d'un général sur la table. Donc, elle a quand même plusieurs arguments en sa faveur. Je vais me ranger du côté de Diane là-dessus. Oui, c'est cher, mais je pense qu'elle va valoir son pesant d'or. Je vais être le premier heureux. Ma première liste l'avait, puis je vais la jouer encore, je vais la tester, c'est sûr. Là. Elle a plein de bonnes habiletés. Fait que même si elle est chère, oui, je vais continuer à la tester. Donc, j'espère que vous avez raison. Puis le petit D6 plus 1 blessure mortelle en combat dans la phase de tir, ça se prend bien.
Un deuxième héros nommé, Kurdos Valencian, j'adore le modèle. C'est un modèle qui pouvait voler des points de commandement dans son ancienne mouture. Est-ce que cette fois-ci, est-ce qu'il a changé beaucoup? Non, essentiellement, c'est la même mouture, juste un peu moins bonne qu'elle l'était avant. Bon, ben moins bonne, non, on va nuancer. Il cogne plus fort qu'il cognait avant. C'est un héros qui va faire à peu près là, un 7-8 dommages contre du 3+, fait que c'est tout à fait décent. Euh, Puis, il va encore voler des CP, mais là, maintenant, ils ont clarifié, il vole seulement un CP sur 5+, au début du round. OK. Donc, c'est pas à chaque tour, c'est juste au début du round, puis c'est sur 5+. Donc, on peut s'attendre qu'il va voler 2, 3 CP si on est chanceux. Des fois, un ou pas du tout. Fait que c'est un peu trop cher. Celui-ci, malheureusement, va aller sur les tablettes, là. Il est à 210 points. Je vois pas vraiment sa place dans la liste, là. C'est un beau petit beatstick, hein, quand même. 5 Mhm. attaques, Reine -3, 3 de dommages. Ça rentre au poste. Ouais. Excellent. On y va avec un nouveau héros cette fois-ci, Alrak the Drowner. Très belle figurine. Ah, magnifique, là. J'ai vraiment hâte que ce soit en vente, cette figurine-là. Elle est superbe. Puis on voit que là, il commence à diversifier un petit peu l'esthétique des Night Hunt, hein. C'est plus juste des fantômes, là. Ils ont rajouté un petit peu. Puis quand il les peignent aussi, il y a plus de parties qui ne sont pas éthérées. Lui, dans le fond, on va le jouer principalement parce qu'il y a une habileté de téléportation. Puis, on a perdu avant, on avait une habileté de téléportation. Notre général pouvait téléporter une unité puis la ramener proche de lui. Donc, on utilisait le Dreadblade Arrow qui se téléportait, puis après ça, téléportait une autre unité. On a perdu ça. Maintenant, si on veut jouer la même habileté, il faut jouer le personnage nommé Ulrak the Drowner. Et lui, ce qu'il va faire, ben, c'est justement ça, il va se téléporter à 9 pouces d'unité et demie et il va emmener une unité qui est visible à 12 pouces de lui, tout simplement. Quand tu vas donner la commande d'habilité, il faut que l'unité soit comme c'est un totem à 18 pouces de lui. Donc, c'est quand même une bonne bulle. Il va pouvoir téléporter. Bon. Les avis sont partagés. Il ne cogne pas très fort. Les avis sont assez partagés sur lui. J'ai vu des gens qui disent que c'est un auto-include à 175 points, d'autres qui disent que c'est juste pas jouable, c'est casual. Moi, je pense qu'on va le peindre, on va le tester, mais c'est clairement pas auto-include. Les tables sont plus petites. L'armée a tellement de mobilité avec Retreat and Charge. On ne veut pas se téléporter puis être à 9 pouces puis rater nos charges. On préfère retraiter, s'avancer puis recharger. Donc, je pense qu'on va le peindre parce qu'il est beau et qu'on va vouloir de temps en temps le jouer. Dans certains scénarios, il va être excellent, mais plus souvent qu'autrement, on va préférer d'autres héros que lui. Excellent. On y va avec un autre héros qui était quand même une belle figurine aussi, un héros nommé Reknor de Grimhailer. Qu'est-ce que ça dit dans le nouveau Battletome? Cogne plus fort. Hein, il est rendu à 5 attaques à Rennes -2, 2 de dommages. Là, l'adversaire va le sentir passer, puis beaucoup de mobilité. Donc, pourquoi pas? De toute façon, même nos héros, on va vouloir les faire charger pour activer l'habileté Wave of Terror. C'est un caster, un seul sort, un sort qui lance, un sort qui unbind. Son sort fait du dommage. En fait, contre les hordes, ça va être intéressant. On va, si l'unité à 12 pouces, sur 7, le sort va être lancé. L'unité va subir des 3 blessures mortelles. Et si on a tué un modèle, ça va refaire un autre des 3 blessures mortelles. Donc 2 des 3 sur des unités avec 1 point de vie. Et il a gardé son habileté, hein, sa petite habileté, la chandelle. Il peut éteindre une chandelle. Ça va lui permettre de cibler une unité ennemie. Il va faire une blessure mortelle. Ça va lui donner un +1 pour lancer. Et sinon, il va pouvoir se cibler lui-même, se faire une blessure mortelle et il va rajouter 3 à son jet de lancement. Donc, il est quand même fiable. Fait que non seulement il a accès à son sort, mais il va avoir accès à un sort du domaine. Donc, on a un lanceur de sort qui va lancer un sort par tour à +3. Un petit peu dispendieux, cependant. Je ne suis pas certain qu'il va être dans toutes les listes, mais on va le peindre. C'est une option le fun. Maintenant, on y va avec un héros emblématique, je pense, des Night Hunt, le Guardian of Souls. Qu'est-ce que ça dit? Lui, je pense qu'il va rester dans les listes parce que c'est notre sorcier qui n'est pas nommé. Donc, on veut des sorciers. On a vu qu'on a des domaines de sorts qui sont bons. Bon, essentiellement, c'est pour ça qu'on va le prendre. On va le prendre parce que c'est un sorcier de niveau 1. On va vouloir lui donner soit le fer général puis lui permettre de relancer un sort, soit on va lui donner le Midnight Tomb si on choisit de jouer un Endless Spell qu'on va absolument passer une fois par bataille. Il y a 2 habiletés intéressantes sur son Watchful. La première, c'est sa Nightmare Lantern. Il y a une bulle de 12 pouces autour de lui où il donne tout simplement +1 pour blesser à toutes les unités Night Hunt.
c'est vraiment bon. Ça veut dire que nos unités passent de 3+ pour blesser à 2+. Fait que ça, c'est statique, il n'y a pas de point de commandement, c'est toujours là. Donc, j'ai fait une liste, on va voir plus tard, à la fin de la vidéo, où j'en joue juste pour profiter de la bulle, tout simplement. Et il y a un sort Spectral Lure qui ramène D6 modèles. Hein, puis c'est un sort à 24 pouces, donc cible l'unité Summonable, Night Hunt, et tu ramènes D6 Wound de modèle. D6, bon, ça peut être un 1, mais ça peut aussi être un 6. Puis à chaque tour, ben, c'est la petite récursion qu'on a avec les Night Hunt. Donc, quand tu n'es pas en train d'utiliser le sort du domaine, comme un Shade Mist, par exemple, ou Seal of Shyish, tu utilises Spectral Lure. Donc, c'est un sorcier avec au moins 2 bonnes options de sorts. On va continuer à en voir beaucoup sur les tables. Là. Ouais. Je le trouve super fluff. Hein? Spectral Lure, ça vient donner de la récursion de plus. Donc, c'est très fluff dans les Night Hunt, l'idée qu'ils reviennent, même si tu les as détruits, si tu les as tués. Puis plus 1 to wound, excellent. On peut se donner plus 1 au jet de touche avec All Out Attack. Il n'y a aucune autre mécanique pour facilement avoir plus 1 au jet de blessure. Là, on l'a ici. C'est très, très bon. Ça fidélise énormément les attaques. Des attaques qui saturent assez bien aussi. On va le voir tantôt quand on va tomber dans les unités. Là, on peut avoir beaucoup d'attaques. Donc, les fidéliser, ça finit par saturer. Là. Excellent. Un autre nouveau modèle, si je ne me trompe pas, le Cruel Gas Cruciator, qu'est-ce que ça dit? Lui, il a fait son apparition pendant les Broken Realms, si je ne me trompe pas. Et lui, ce que ça dit, s'il n'est pas déjà peint, vous le peignez et vous le mettez sur les tables. Il est excellent, vraiment excellent. Bon, ben, d'une part, ce qu'on a, c'est le même. Le même frame, 8 pouces de mouvement, 6 blessures, 4+ de sauvegarde éthérée. On a un tir à 12 pouces, 4 tirs, 3+, 3+, -2. Ce qui est intéressant du tir de 1, on n'en a pas beaucoup. Et de 2, on va le voir, les Harridan ont un bonus lorsque l'unité ennemie elle a subi du dommage dans le tour. Donc là, ça nous permet de tirer avant de charger avec nos Harridan si on en joue. Mais la principale raison pour laquelle on va le jouer, puis il est vraiment meilleur que dans sa version précédente, c'est que dans le fond, si cette unité-là, le Cruciator, est à 12 pouces d'une unité qui est terrifiée, et on se rappelle que toutes les unités engagées avec les Night Hunt sont terrifiées, on va diminuer de 1 les dommages des attaques qu'inflige l'unité terrifiée. On sait à quel point les Séraphons avec Thunder Lizard sont bons, notamment, pas juste à cause de ça, mais notamment à cause de cette habileté-là. Ben, le Cruel Gas vient nous donner cette habileté-là. Tantôt, on disait, on est à -1 to hit l'adversaire, il est à -1 pour blesser. Puis là, on se retrouve à y enlever du dommage. Il y a tellement de façons de nuire puis d'affaiblir un adversaire. C'est horrible. Ah oui, comme je disais, quand on affronte, parce que Vincent, tu l'as joué dans notre partie, donc quand on affronte les Night Hunt, on a vraiment l'impression de flétrir. Tu as fait cette habilité-là, en fait, contre mon boss sur vos tours, où à peu près toutes ses attaques sont du 2 de dommage ou du D3. Fait que finalement, ça coupait son efficacité de moitié, carrément. Au combat, il n'a finalement rien fait là, contre tes unités. Le Lord Executioner maintenant? Oui. Correct, mais là, on commence à avoir tellement d'unités sur la table que souvent, je pense qu'il ne fera pas la cote. Lui, on va le prendre. Bon, c'est un petit beat stick avec 5 attaques à Rennes -2 puis 2 de dommages, mais on le prend juste parce que s'il est à 3 pas au début de la phase de combat, s'il est à 3 pouces d'unité ennemie, on va soustraire de 1. On va diminuer de 1 les jets pour blesser de l'unité ennemie. Bon, Encore OK. du debuff. Hein? Du debuff. Ouais. Les Encore du Night Hunt debuff. cumulent du debuff comme ça, c'est vraiment... On affaiblit l'adversaire constamment, c'est beau à voir. Tout à fait. Mais le défaut, c'est qu'on a trop d'unités, puis lui est obligé d'être engagé au corps à corps pour faire cette habileté-là. Donc, on va peut-être préférer le Cruel Gas Cruciator qui nous donne un petit peu plus. Mais c'est pas mauvais. Puis celui-ci, petite parenthèse, il y a une sauvegarde à 5 de base, une ward à 5 de base. Fait qu'il est quand même assez tanky comme héros. Là, on tombe maintenant avec la Cairn Wraith. Ouais, lui, on le prend, on regarde sa place sur les tablettes, on les poussette en dessous, puis on le remet exactement à la même place. Il n'y a rien à faire avec. C'est un beat stick qui va peut-être être bon là, s'il y a vraiment beaucoup de horde, parce que la caractéristique d'attaque dépend du nombre de modèles qu'on frappe. Mais il ne donne rien. On a déjà plein d'héros. En fait, on manque de place pour mettre tous les héros qu'on voudrait mettre dans la liste. Il ne nous donne rien comme synergie, donc on passe à un autre. D'accord? Le Knight of Shroud, donc, qui était le modèle, en fait, là, qui était un des modèles du premier héros, en fait, là, sorti de Night Hunt en V2,
qu'est-ce que ça dit? On avait le Knight of Shroud à pied, le Knight of Shroud, le Shroud monté. Donc, qu'est-ce que ça dit, ces deux figurines-là? Celui à pied, je pense pas qu'il va être joué. Celui monté, peut-être, mais les deux, il y a encore des héros qui sont meilleurs. Celui à pied, dans le fond, ce qu'il nous donne essentiellement, c'est qu'il va nous donner une fois par round de bataille un redeploy, un redéploiement ou un Unleash Shell. Bon, Unleash Shell, on le jouera pas, on va voir que les tireurs qu'on a sont pas bons. Fait qu'on a un redeploy gratuit une fois par bataille. Et il y a l'habileté que si lui vient frapper, tout de suite après, on peut activer une unité Summonable qui va frapper. Chez les Nightons, c'est peut-être plus intéressant que chez d'autres armées parce que des fois, on va vouloir charger nos héros juste pour activer la vague de terreur. Donc, tant qu'à ça, bon, on va aller chercher ces 5 attaques à Rennes-1 puis 2 de dommages, puis on va essayer de faire un petit peu de chip damage avant que notre unité de Blade Gaze frappe. Mais, tu sais, un héros à je pense que c'est 130 points dans ces alentours-là qui va nous donner un redeploy une fois par round. Trop peu sur les tablettes. La version montée, lui, ben, c'est la même chose. Bon, évidemment, un petit peu plus de mouvement, mais lui, ce qu'il nous donne, c'est un all-out attaque gratuitement, une fois par round de bataille. Là, c'est peut-être un petit peu plus intéressant. On va en avoir besoin à chaque round. Lui aussi va faire frapper une unité tout de suite après avoir frappé. Et comme le précédent, j'en ai pas parlé, s'il tue un modèle, non seulement il s'est guéri d'un wand, mais il gagne un wand de plus sur ses wands caractéristiques. Fait qu'il level up à chaque modèle qu'il tue. À chaque fois qu'il tue un modèle dans une phase. Est-ce que, bon, lui, si je ne me trompe pas, c'est 155 points de modèle. Est-ce que 155 points, on va payer ça pour un all-out attaque par round seulement? Alors, on a vu le Crow-Grass Cruciator, on a vu le Guardian of Soul déjà. Je pense qu'il ne fera pas la cote, malheureusement. La Tomb Banshee maintenant, qu'est-ce que ça dit? Elle est bonne. Dans le fond, elle a un tir, fait qu'on a un tir des 3 tirs, assez anecdotique, mais pourquoi pas? L'importance du tir chez le Night Hunt, on en a parlé un petit peu. Ce qu'on aime vraiment chez elle, c'est son Ghostly Howl, son habileté qu'elle a. Au début de la phase de charge, on prend une unité ennemie, puis à 12 pouces, et on va rouler. Sur 4+, ou 3+, si l'unité est terrifiée, mais généralement, à notre phase de charge, les unités ennemies ne sont pas terrifiées parce qu'on a retraité. Sur 4+, il va falloir payer 2 pour chaque habileté de commandement pour cette unité-là qu'on a ciblée. Mais pourquoi pas? On la peint, puis de temps en temps, on la joue pour le plaisir de voir son adversaire s'attrister de devoir payer 2 common points pour un Unleash. Il y a un peu trop de contingence pour qu'elle soit vraiment efficace. Il y a plusieurs très bons héros. Je ne pense pas qu'elle va être incluse à la fin, là, une fois toutes les comparaisons faites. Donc, toujours dans l'optique des héros, ils sont légion dans les Night Hunt. On a le Spirit Torment. Oui, on a du choix. Bon héros, celui-ci. Son habileté a été simplifiée et elle est beaucoup plus fiable. C'est facile. À la fin de la phase de combat, on choisit une unité Night Hunt qui est à 12 pouces, entièrement à 12 pouces, et on guérit 3 points de vie ou on ramène 3 points de vie de modèle. Évidemment, les Summonable, on ne va pas guérir nos héros avec ça, mais c'est à la fin de chaque phase de combat. Donc, c'est 6 modèles par round flat qu'on ramène. C'est énorme. Oui. Oui, c'est énorme. Là. Ça a un gros impact. Et c'est une petite unité à 115 points. C'est un des héros. En fait, c'est le héros le moins cher à 115 points. Il y en a quelques-uns à 115 points pour activer la Wave of Terror aussi. Oui, lui, c'est sur les tables. Là, évidemment, pas dans toutes les listes, parce qu'Yann l'a bien mentionné, il y a trop de choix de héros. À un moment donné, il va falloir faire une coupure. Mais dans certaines listes, il va être joué certainement 6 modèles par tour. C'est bon. Et qu'en est-il du Dreadblade Harrow? Oui, encore sur les tables, mais là, la table est surchargée. Il faudrait jouer à 3000 points. Mais oui, un autre héros qui est bon, une belle habileté. Il a gardé son habileté de téléportation. Donc, il se téléporte. Il ne peut plus téléporter une unité avec lui. Mais ce qu'il a gagné, c'est Curse of Loyalty, qui est vraiment le fun. Une fois par round de bataille. Si notre général, dans une phase, donne un ordre, par exemple, all-out attaque, lui, dans la même phase, va pouvoir donner l'ordre gratuitement. Je prends l'exemple de All-Out Attack parce que c'est celui peut-être avec lequel ça va être le plus facile. On fait charger une unité, on a notre général qui donne l'ordre All-Out Attack à cette unité-là, et notre Dreadblade Arrow est à côté d'une autre unité. Et dans la même phase, on donne All-Out Attack à l'autre unité gratuitement. On donne un +1 à 2 unités.
On pourrait aussi penser, il y a des gens qui ont pensé, on pourrait aussi le faire avec notre habileté, notre all-out defense des Night Hunt qui augmente notre ward save à 5+. Mais ça, si l'adversaire connaît la mécanique, ça ne fonctionnera pas. Parce que l'adversaire va cibler notre unité proche du Dreadblade Arrow d'abord. On ne pourra pas lui donner le 5+, parce que le général n'aura pas fait l'habileté encore, ou il va falloir payer pour donner l'habileté, puis là, c'est comme tous les héros, il n'y a rien de particulier. Fait qu'on ne pourra pas le faire, puis le général ne l'a pas fait, et après ça, l'adversaire va cibler les unités qui sont proches du général. Donc, parfois, ça va fonctionner parce qu'encore, l'adversaire n'aura pas le choix. La séquence va faire qu'il va pouvoir frapper du côté où il y a notre général d'abord, mais ce n'est pas très fiable pour ça. Mais pour la alerte attaque, ça, c'est quand même plus facile, nous, vu que c'est nous qui avons le contrôle, de séquencer de façon à ce qu'on puisse avoir, dans le fond, un CP gratuit. Et le petit combo qui a été vu et qui est amusant, c'est que si on prend Alrak, hein, le fantôme dans son bateau, qui téléporte lui puis une autre unité, si on le met lui comme général, quand il fait cette habileté de commandement-là, notre Dreadblade Arrow peut faire la même command habileté après s'être téléporté pour être à 18 pouces. Fait que là, imaginez les cassettes de l'adversaire. Tu peux téléporter finalement dans le même tour 4 unités, 2 héros puis 2 unités. Donc, je pense que c'est quelque chose d'amusant à faire. Le Scriptor Mortis, donc, est la nouvelle figurine de la boîte avec les Night Hunt, avec les Daughters of Cain. Belle figurine. Est-ce que les règles suivent? Si elle est sur les grappes, laissez-la sur les grappes jusqu'à la prochaine édition. C'est triste, là, ça a déjà été commenté. On a vu ces règles, ça n'a pas changé vraiment. Non, ça ne fonctionne pas. Là. Il cible une unité ennemie, puis il fait du dommage à une unité ennemie, mais c'est pas suffisant. Là. Avant que c'est pas assez fiable. Là, donc, non, malheureusement, on la peint si on aime peindre, mais c'est tout. Là. C'est pas bon. Ça reste sur les tablettes. Donc, on tombe aussi dans les unités de Underworld. Est-ce qu'on passe rapidement dessus comme à l'habitude ou est-ce qu'il y a un peu de jouabilité? On passe rapidement dessus. C'est pas particulièrement bon. C'est ça. Là. Pas grand-chose à faire. Ça diminue. Elle a un sort qui va lui permettre de diminuer le mouvement adverse. Fait elle n'est pas mauvaise. Là. Elle est jouable, mais il y a tellement de bons héros. Déjà, on ne paiera pas pour tout ce combo-là. Ça coûte trop cher. OK. Excellent. Donc là, est-ce qu'on tombe finalement dans le cœur de l'armée, c'est-à-dire les unités? On a beaucoup de héros. Maintenant, est-ce que les unités ont bien transitionné à la V3 avec, bien sûr, les iconiques Chain Rasps qu'on voyait dans toutes les armées Night Hunt? Qu'est-ce que ça dit? Bien, les unités ont gardé beaucoup. Hein, c'est assez similaire, les statistiques qu'elles ont. Mais là, on leur rajoute le nouveau Wave of Terror, on leur rajoute tous les bonus et soudainement, elles prennent beaucoup de galons. Elles deviennent vraiment meilleures. Les Chain Rasps ont pris une hausse de coût en points importante. Ils sont passés à 110 points maintenant. Ils étaient à 95, je ne me trompe pas. Ils sont passés à 110. Toujours le même profil, 2 attaques à 4+, pas de rend. Donc, ça ne fait pas du dommage. C'est pas là pour ça. C'est là pour remplir nos battle lines. Puis c'est là pour faire un petit écran, un petit speed bomb devant nos unités importantes qui, elles, vont devoir charger pour avoir un impact. Les gens qui en jouaient beaucoup parce qu'il y avait une des sous-factions qui était très bonne, là, qui jouait Ragnars's Condemn, qui jouait 2 gros blocs de Chain Rasp qui ont donné des bonus. Ces gens-là vont avoir beaucoup de Chain Rasp sur les tablettes, selon moi, parce que là, ça ne nous incite plus à jouer plein de petites unités ou encore moins un gros bloc de Chain Rasp. Donc, on les peint, on les joue de temps en temps parce que ça remplit nos battle lines, puis ça fait un petit écran, mais c'est rendu leur seule fonction, je pense, pour l'instant. On ne verra plus d'unités de 30 comme avant. Non. Excellent. Les Murmur Banshees, donc des modèles qui sont vraiment intéressants aussi, avec des règles intéressantes au niveau de la magie. Est-ce que ça a transitionné comme ça aussi en V3? Ils sont excellents, excellentes. Vraiment, là, c'est une unité à 105 points, premièrement, donc un petit peu moins dispendieuse que nos autres unités qui tournent autour de 160-170 points. Son défaut d'abord. Son défaut, c'est que c'est seulement 4 modèles pour 105 points. C'est juste 4 points de vie. C'est très, très fragile. Faut le voir comme un petit héros à 4 points de vie, très fragile. Qu'est-ce qu'il nous donne maintenant? Son habileté, en fait, c'est une protection contre la magie que l'unité vient nous donner. Et c'est une protection contre la magie qui est intéressante. Dans le fond, si une unité de Night Hunt à 12 pouces, entièrement 12 pouces des Night Hunt, est affectée par un sort, on prend 2d6, on roule 2d6, on ajoute 1 au jet si notre unité a 3 ou 4 modèles, ou 3 modèles ou plus, et si on bat le casting value du spell, non pas le sort tel qu'il est lancé, donc un Nagash qui lance à plus de 3, on s'en fout, on regarde juste, tu
tu as lancé un Arcane Bolt, ça se lance sur le 5+. Si on bat le 5+, le sort est dissipé. Nice. Donc, je trouve que c'est vraiment bon. Et ça se fait chaque fois qu'une unité à 12 pouces est affectée par un sort. Après qu'on ait tenté l'unbind, on a cette protection-là. Wow. Fait dans le fond, ça fait une protection magique. On en joue 1 ou 2 blocs, on les place de façon stratégique pour englober le maximum d'unités. On vient de protéger notre armée contre la magie. Ça fonctionne aussi contre les Endless Spells. Si un Endless Spell affecte une unité à 12 pouces, on fait la même chose, on brasse 2d6, on a un bonus de +1 si on est 3 ou plus. Et si on bat le casting value du Endless Spell, l'Endless Spell est dissipé. C'est une superbe protection magique pour 105 points. Et il se paie le luxe en plus de cogner vraiment fort. 2 attaques chaque, 4+, 3+, -2, 2. J'ai regardé les ratios de dommages. Ça cogne proportionnellement plus fort que les Bloodgeist et que nos autres unités. Leur seul défaut, c'est qu'ils sont fragiles. C'est ce qui fait qu'on n'en fera pas des gros blocs. De toute façon, ils ne sont pas battle line, fait qu'on peut changer au maximum 8. Donc, on ne peut pas miser. Ce ne sera pas nos marteaux, ce ne sera pas nos enclumes non plus, mais pour activer la Wave of Terror, pour faire du dommage quand elles vont frapper, puis pour la protection magique, du moment qu'on a un petit peu d'espace dans nos listes, on va vouloir inclure une unité ou deux de Murmur Banshee. Là, elles sont super bonnes. Il y a des sorts qui font très très mal dans le méta. Je pense à un sort luminette là, qui peut envoyer plusieurs blessures mortelles. Les séraphons peuvent faire ça. Donc il y a différentes armées qui ont des sorts qui affectent plusieurs de nos unités. Là, c'est une belle protection là, contre ces sorts-là très agressifs. Si je peux me permettre, dans tes clisses. Voilà, dans tes clisses, tout à fait. Puis dès qu'une unité, sur les. Tu as parlé d'un sort, par exemple, qui affecte plusieurs unités, Yann, mais dès qu'il y en a une unité qui est affectée à 12 pouces, on lance et c'est bien écrit que ça dissipe le sort. Donc, le sort n'a aucun effet, pas juste sur l'unité qu'on a protégée, mais toutes les unités. Fait que si le méta continue à avoir des gros sorts qui sont très impactants, ça se rentre très, très bien dans une liste. Puis même contre un adversaire qui n'a pas de sort, ben, c'est une petite unité qui nous a coûté 105 points, qui va charger, qui va activer les bonus de charge, puis qui va cogner. Donc, superbe unité, puis les modèles sont magnifiques. Donc, je suis très content. On continue avec un de tes préférés, je pense, une unité de tes coups de cœur, on dirait, Vincent, là, avec tes Dreadside Harridans. Oui, j'en ai une 60aine de peintes. Là. Fait que, ça demeure bon. Ça demeure bon. Essentiellement, c'est un gros beat stick. Hein. On en prend 10, c'est 41 attaques. Ils n'ont pas de reine, mais sur la charge, ils vont peut-être gagner leur reine. Cogne vraiment bien. Je vous montrerai brièvement, après avoir fait les Harridan, les Bloodgeist et les Reapers, qui sont nos 3 gros marteaux et enclumes dans l'armée. Je fais un petit tableau comparatif. Ça se compare de façon sympathique avec les Bloodgeist puis les Reapers. C'est que c'est conditionnel, en fait. Les 3 unités vont avoir un bonus pour augmenter leur létalité, mais ça va être conditionnel. Chez les Harridan, on va gagner +1 to hit et +1 to wound, donc on va passer à 3+, 3+. S'il y a une unité ennemie à 6 pouces qui est soit blessée, soit qui a perdu un modèle pendant le tour. Donc, ça s'active quand même assez bien. Ce ne sera pas rare qu'il va y avoir une unité qui va être blessée. Si on joue Lady Hollander, dont on parlait tout à l'heure, ben, on va pouvoir cibler l'unité, faire des blessures mortelles dessus, puis là, on sait qu'elle va être blessée, on va pouvoir frapper. Passer de 4+, 4+, à 3+, 3+, ça augmente significativement l'impact des Harridan. Ça cogne très, très bien, ça sature. Et en plus de ça, ils ont un petit bonus lorsqu'ils ont chargé. Les unités qui sont à 3 pouces de cette unité-là vont avoir 1 de moins à leur jet pour blesser. Donc, si on chargeait, on se rappelle que si on chargeait et qu'ils ont eu 7 et moins sur la charge, l'unité ennemie va avoir -1 pour toucher et eux vont leur donner en plus un -1 pour blesser. Ça commence à être désagréable. Là. Ça fait beaucoup de debuffs sur les unités ennemies. Juste pour illustrer l'impact, avec une unité de 10, Vincent a chargé en Cruel Boys mon boss sur Troll, sur Trogot, qui avait subi 2 blessures, donc il lui restait 10 points de vie. Il avait subi des blessures, donc il y avait le bonus, +1 à la touche, +1 à la blessure. Donc ça fait 41 attaques, 3+, 3+. Tu avais sur la charge réussi à aller chercher la pénétration la perforation de 1. Donc, tu as tué facilement, en fait, les 10 points de vie là, qui restaient sur le troll là, pour l'achever. Donc, vraiment, là, ça cogne assez bien, cette petite unité-là, qui est une unité à, tu l'as dit, quoi, 170 points? 160 points. Donc, une belle létalité.
Et bien sûr, donc les deux autres unités, je pense que tu as mentionné au niveau de Beatstick, on voit que les Blade Guys Revenants et je pense une unité aussi qui était très, très jouée là, par les Nighthawks pendant longtemps, les Grimghast Reapers. Ouais. Donc, les Blade Gaze, bon, la même chose, c'est une unité qui va cogner, qui cognait déjà, elle va continuer à cogner. On a 2 attaques, 3+, moins 1. Donc, on a déjà du Ren, puis on peut en rajouter si on charge. Eux, leur bonus qu'ils vont gagner pour frapper plus fort, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont charger, ils vont gagner 1 de bonus. C'est juste à notre tour, mais c'est très, très fiable. On sait qu'on va charger à chacun de nos tours. On joue 5 tours dans la partie. On ne se chargera peut-être pas au tour 1 parce que c'est trop loin. Mais tous les autres tours, on va retraiter et charger. Donc, on va avoir notre bonus de +1. Fait que c'est un bonus qui est facile à aller chercher. Ça cogne très, très fort. Et l'unité est élite, donc elle va pouvoir se donner en plus all-out attaque. Fait que ça va jouer entre les Harridan et les Revenant. Ah oui, 3 attaques facilement 2+, 3+, moins 1. Là, ça cogne aussi. Là. Excellent. Ouais. Et les Grimghast Reapers? Les Grimghast Reapers, eux, bon, cognent un petit peu moins par rapport aux Revenants et aux Harridan. Dans le fond, encore une fois, ils ont gardé le même profil, 2 attaques, 4+, 3+, moins 1 de dommage. Là où ils vont gagner un bonus, c'est lorsque l'unité ennemie a 5 modèles ou plus. C'est bon. Quand on est de la horde, c'est le fun parce que c'est pas juste au tour où on charge, c'est à tous les tours, c'est au tour de l'autre aussi. Fait que si on veut nettoyer des hordes, peut-être qu'avec le nouveau General Handbook puis le méta qui va peut-être changer, peut-être ça va devenir notre choix privilégié. Mais le petit désavantage qu'ils ont, c'est que quand tu charges un héros, ben, tu as juste 2 attaques. Fait que tu cognes quand même vraiment moins fort que les Blade Guys. Puis même si le héros est blessé, tu n'as pas les bonus des Harridan. Donc c'est vraiment plus situationnel leur bonus. Un des avantages qu'ils ont, par exemple, c'est qu'ils ont 2 pouces de portée, alors que les Blade Guys et les Harridan ont juste 1 pouce. Donc, c'est plus facile d'amener tous les modèles. Avec les Blade Guys et les Harridan, 1 pouce sur des bases de 32, on sait que si on les met en dents de scie, en triangle, on peut garder notre cohérence puis être à 1 pouce. Mais souvent, ça fait qu'il y a quand même un modèle ou 2 à la fin qui ne seront pas placés pour frapper, alors que les Grimghast Reapers, eux, avec 2 pouces, c'est sûr que même en gardant notre cohérence, tous les modèles frappent ou à peu près. J'ai joué souvent par le passé des blocs de 30, j'en ai joué un contre Yann, puis essentiellement, c'est tous les modèles qui frappent. C'est tellement facile de déplacer, même en gardant la cohérence. Donc, c'est un bonus qu'ils ont si on veut jouer des plus gros blocs, un gros bloc qu'on va buffer puis qu'on va protéger, c'est les Grimghast Reapers qu'on va aller chercher. Donc, vous voyez à l'écran, j'ai mis juste un petit tableau comparatif pour les ratios de dommages, dans le fond. J'ai principalement comparé sur du 3+. Vous voyez que c'est assez détaillé. J'ai fait les bonus si on a des bonus pour toucher et tout, mais je vais simplifier un petit peu. Premièrement, juste prendre une comparaison. J'ai pris une comparaison si on voit dans le haut les libérateurs. Une unité de 5 libérateurs, ça fait contre du 3+, qui est pas mal la sauvegarde standard. C'est une sauvegarde à 4+, qui est amenée à 3+, avec un all-out defense. Les libérateurs vont faire 2,7, ce qui leur donne un ratio. Le ratio, c'est calculé sur 100. Donc, 100 points de modèle libérateur font en moyenne 2,3 dommages. Les fulminateurs, qui sont une des unités les plus dévastatrices sur la charge à l'heure actuelle dans le méta, quand ils chargent, quand 2 fulminateurs, ça en prend juste 2 charges, ils vont faire 12,4 dommages contre du 3+, ce qui leur donne un ratio de 5,4. Et si on leur a donné en plus all-out attack, ils vont faire 15,6. C'est dégueulasse. C'est une aberration. C'est pour ça qu'en Cities of Sigmar, c'est si bon que ça, là, parce qu'il y a des moyens de les faire avancer après qu'ils aient tiré. 15,6 dommages, puis un ratio de 6,8, qui est un ratio qui est vraiment, vraiment excellent pour une unité. Et ça ne compte pas les fulminateurs, leur tir. En plus de ça, en moyenne, je pense qu'ils font 2 blessures mortelles en phase de tir avant d'avoir chargé. Donc, juste pour un comparatif. Si on compare, puis on va prendre les cases qui sont à 3+, si on n'a aucun bonus, ce qu'on voit, c'est que les unités, que ce soit les Reapers, que ce soit les Harridan, que ce soit les Blade Gauge Revenant, si on n'a aucun bonus, c'est le même ratio à peu près. Les unités sont très, très bien balancées. Les Reapers puis les Harridan cognent un peu moins fort, mais ils coûtent juste 160 points. Les Revenant coûtent 175 points. Donc, c'est des dégâts qui sont très, très similaires. Contre du 2+, les Revenant qui sont un peu meilleurs, puis contre des unités qui ont moins de save, les Harridan sont meilleurs parce qu'elles n'ont pas de Ren. Là où ça devient intéressant, c'est si on regarde, mettons, le dommage maximum qu'on peut aller chercher avec des Reapers, si on est sur du 3+, si on chargé, qui ont gagné +1 à la pénétration d'armure, qui sont contre une unité qui a 5 modèles ou plus, donc qui ont une attaque de plus,
puis qu'on leur a donné le all-out attack. Et j'ai oublié à la toute fin, après avoir fait le tableau, on aurait pu aussi leur donner +1 pour blesser avec un Guardian of Soul. Ils vont faire du 11 dommages, donc un ratio de 6,9. Donc, si vous regardez là, par rapport au Fulminateur, si ça se passe bien, puis qu'on a chargé, on a réussi notre charge à 8+, avec une de nos unités qui a chargé l'unité ennemie, on se retrouve avec des Reapers qui ont un ratio de dommages similaire, équivalent au Fulminateur. Donc, cognent somme toute un peu moins fort parce qu'ils coûtent moins cher, mais ça leur fait un ratio similaire. Ça cogne très, très bien le Night Hunt maintenant. Il y a possibilité, de façon assez fiable, de leur donner +1 drain pour qu'ils cognent fort. Les Harridan, c'est la même chose. Si elles frappent une unité qui est déjà blessée, donc ils ont +1 pour toucher, +1 pour blesser, +1 à la perforation, elles vont faire un ratio d'à peu près 6,4. Les Harridan sont celles qu'on peut monter un peu moins parce que ça ne donne rien de leur donner all-out attack si elles ont déjà le bonus pour toucher puis blesser parce que l'adversaire est blessé. Donc, c'est elles qui peuvent monter le moins haut. Et les Blade Gaze, ben, c'est notre unité qui cogne le plus. Ça, c'est notre gros marteau. S'ils sont sur la charge, avec une attaque additionnelle parce qu'ils sont sur la charge, ils ont la pénétration d'armure et on leur a donné leur attaque, c'est 12 dommages. C'est à peu près l'équivalent de ce que vont faire les fulminateurs, ou presque. Donc, un ratio de 7, c'est même un ratio qui est meilleur que celui des fulminateurs. Donc, les gens qui étaient emballés en voyant les Night Hunt avaient raison d'être emballés. C'est des unités qui vont retraiter, charger, qui vont cogner comme un train. Là. Ça va rentrer quand ça va cogner. Il faut réussir à faire une charge à 8+, mais on l'a vu, dès qu'on charge avec 3 unités, on a 80% de chance d'avoir au moins +1 drain. Donc, ça va être des adversaires difficiles à affronter, les Night Hunt, là, ça va faire mal. Si vous regardez les colonnes 5+, 6+, vous voyez comment mes Cruel Boys ont eu du plaisir contre les charges des Night Hunt. Ah oui, c'est dévastateur. C'est vraiment. Donc, encore une fois, du super bon travail pour vraiment illustrer, je pense, le potentiel. Puis je pense que le mot là, c'est le potentiel. Là. On voit plus on peut cumuler des habilités, plus on peut avoir vraiment des unités qui sont létales. Vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Puis je mentionnerais un beau travail pour équilibrer les 3 unités. Hein. Ça va vraiment dépendre du méta qu'on affronte, du type d'adversaire qu'on a, de notre type de gameplay pour savoir laquelle des unités on va choisir. Je pense que beaucoup de gens, si on prend la faction des Blade Gaze, qu'on veut vraiment maximiser le dommage, c'est les Blade Gaze qui vont l'emporter, qu'on va voir le plus souvent. Mais je trouve que Games Workshop a fait un bon travail ici, de débalancer assez pour que ce soit un casse-tête de savoir laquelle choisir. Tout à fait. Excellent. Donc, on poursuit avec les Chain Ghast aussi. Oui, les Chain Ghast, dans le fond, ils ont un petit bonus. C'est une petite unité de 2 seulement. C'est juste 4 points de vie, donc c'est vraiment, vraiment fragile. 95 points, donc ça ne coûte rien. Ça, c'est notre unité la moins chère dans le Battle Tome. Dans le fond, ils vont donner un +1 to hit aux unités entièrement à 12 pouces d'aile s'il y a un Spirit Torment sur le jeu. Au moins un Spirit Torment sur le jeu. Donc, ils n'ont plus besoin, comme avant, d'être à proximité. Là, avant, il fallait que ce soit entièrement à 12 pouces du Spirit Torment. Puis bon, là, il s'agit juste qu'un Spirit Torment sur le jeu. Puis les Chain Ghast vont donner comme un all-out attack à nos unités entièrement à 12 pouces. C'est comme si on rajoutait un héros. Hein. C'est 4 points de vie, c'est fragile. Il faut jouer des Spirit Torment. Si on ne joue pas de Spirit Torment, je pense qu'ils ne valent pas la peine. Si on joue 2 Spirit Torment, pourquoi pas? Peut-être pour combler une liste et tout. On les peint, mais je ne suis pas vraiment certain que ça va être sur les tables. OK. Intéressant. Par la suite, d'autres modèles, en fait, là, les Glaive Wraith Stalkers, qui est leur modèle, je trouve toujours intéressant. Là. Je trouve toujours un peu bizarre, on dirait des spirits, des esprits Skaven. Là. Donc, qu'est-ce que ça dit au niveau de ces modèles-là? Ils étaient sur les tablettes, on va les laisser sur les tablettes, malheureusement. Sauf que, et là, quand je disais que c'était un Battle Tome intelligent, je comprends ce qu'ils ont voulu faire avec cette unité-là, puis elle est vraiment bien pensée, c'est juste qu'elle ne cogne pas assez. Une unité, c'est 4 modèles, puis ils ont une attaque chaque, arène -1 de dommages. Ça fait rien, c'est ça qui arrive. Sauf que ils ont pensé cette unité-là pour activer la Wave of Terror. Ils leur ont donné un musicien qui donne +1 à la charge. Le jet de charge, il faut qu'il soit non modifié, mais c'est que ça nous assure que l'unité de Glaive Wraith, même si elle est loin de l'unité ennemie, elle a +1, fait qu'elle va réussir à aller charger l'unité ennemie. Et en plus de ça, au début de notre phase 0, on choisit une unité ennemie qui va être la proie.
Puis, si notre unité de Grave Rate a fini son mouvement plus proche de l'unité ennemie, elle va gagner 3 pouces à la charge. Elle n'est pas obligée de charger l'unité ennemie, elle gagne 3 pouces. Donc, elle est rendue à plus 4 pouces de charge. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on choisit, par exemple, un héros qu'on sait que l'adversaire va vouloir laisser loin derrière, un petit magicien qui ne voudra pas emmener au corps à corps. Puis toute la partie, à chaque fois qu'on va se déplacer, systématiquement, on va être un peu plus proche du héros. Donc, on va gagner plus 4 à la charge. Donc, on va pouvoir aller charger avec les Grave Raid pour prendre les Unleash L, pour activer la Wave of Terror. Sauf que, est-ce qu'on va payer? Je pense que l'unité, elle est 105 points, je ne me trompe pas, pour 4 modèles qui ne vont pas faire des dégâts et qui ne nous apportent rien de plus. On va payer un peu plus cher pour avoir des unités qui ont du punch. Mais la règle est super belle, comme tu le nommes, elle est intelligente. On peut penser aussi qu'elle peut empêcher un redéploiement. Donc, on peut se permettre de s'approcher à 9 pouces et des poussières de l'adversaire. On est trop loin pour le redéploiement. Puis, on a plus 4 à la charge. Donc, c'est quand même une charge à 5 pouces, pas à 9 pouces. Donc, on peut aller contourner là, cette tactique-là du redéploiement. C'est bien pensé, c'est juste dommage que les modèles ne frappent pas assez fort pour être intéressants. Exactement. Et aussi les modèles préférés de notre ami de la chaîne, Patrick East, des Spiritos, qui ont vu leur rôle changer quand même de façon significative. Patrick va être déçu. Ouais. Oui. En fait, avant, c'est qu'on les jouait parce qu'il y avait le Black Coach qui permettait d'en ramener des modèles. Il y avait Lady Olinda qui avait l'habilité pour ramener des modèles. Puis on ramenait des modèles à 3 points de vie chacun. C'est un peu fatigant pour l'adversaire. Là, on a moins d'options pour ramener des modèles. Lady Olinda le fait une fois dans la partie, c'est tout. On a le Spirit Torment qui ramène flat 3 wands, donc il ramène un Spirit Host aussi. Sauf que là, ils ne cognent plus du tout. Ils ont 6 attaques, mais ils ne font plus de blessures mortelles. Avant, ils faisaient des blessures mortelles pour toucher. Là, les 6 blessent automatiquement, mais c'est vraiment moins fort. Ce qu'ils ont gagné, par exemple, ils ont gagné la règle Bodyguard. Donc, ils sont proches d'un héros ennemi, d'un héros pas ennemi, mais Night Hunt. Sur 3+, on peut allouer les blessures au Spirit Host. Donc, si notre héros est un Spirit Torment, on alloue au Spirit Host. Après ça, à la fin de la phase de combat, on ramène un Spirit Host. Fait que ça décourage un peu l'adversaire de tirer sur les Spirit Hosts. Je pense qu'on va en voir. C'est pas dans toutes les listes. On n'aura plus les mêmes builds où on va jouer des gros blocs de 9 parce que ça cogne tellement pas qu'on gaspille des points. Mais une petite unité, c'est Battle Line. Pour combler nos Battle Line, 125 points. Parfois, on va les préférer au Chain Rasp, justement. Ils coûtent un petit peu plus cher, mais ils protègent nos héros. Puis on a vu qu'on a plein d'héros qui ont des habiletés qui sont le fun, qui synergisent l'armée. Donc, pourquoi pas? Je trouve qu'ils ont fait quoi d'intéressant? Ils sont pas trop forts, fait qu'on ne va pas juste voir eux, mais ils sont pas mauvais non plus. Ils ont leur rôle à jouer, puis ils ont un rôle qui est défini. Donc, beau travail de Games Workshop pour les Spirituals, je trouve. Il y a de plus en plus de garde du corps dans le jeu. Je trouve ça intéressant parce qu'on a aussi de plus en plus de tirs dans le jeu. Il y a des gens qui se plaignent d'ailleurs que le tir devient un peu trop fort. Donc, contrebalancé par des unités comme ça qui permettent d'être les gardes du corps de nos héros qui pourraient être des cibles faciles pour les tireurs. J'aime bien l'idée. Excellent. Maintenant, on va dans une autre unité qui date du monde de jadis, les X-Rate. Est-ce que les X-Rate maintenant sont peut-être plus intéressants ou sont encore intéressants? Je pense qu'ils sont moins, mais ils ont fait jaser. Ils sont moins intéressants parce qu'ils font plus de blessures mortelles, ce qu'ils faisaient avant, qui leur donnait un peu de punch. Non seulement il y avait des blessures mortelles quand ils frappaient, mais il y a des blessures mortelles quand ils passaient sur une unité ennemie. Ils ont perdu tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont gagné en échange? Quand ils font une charge, ils ont gagné des impact hits, des blessures mortelles. Bon, ça vient compenser ce qu'ils ont perdu quand ils passaient sur des modèles ennemis. Mais ce qu'ils ont gagné, qui a fait jaser, c'est qu'au début de notre phase de mouvement, on peut déclarer qu'au lieu de faire un mouvement normal, ils vont faire un mouvement fantomatique. C'est qu'ils vont avancer de 24 pouces au lieu de 12 pouces. 5 cavaliers que tu avances de 24 pouces, les applications sont nombreuses. Ça pourrait être simplement d'avancer pour aller engluer l'adversaire. C'est ce que des gens ont dit. Je ne suis pas tout à fait certain. C'est quand même, mettons que tu envoies 2 unités, c'est 320 points que tu vas envoyer qui va mourir. Mais dans certains scénarios, pourquoi pas? Ça retarde l'adversaire d'un tour ou deux avant qu'il puisse prendre des objectifs.
Mais 24 pouces, c'est aussi aller chercher un objectif qui est très, très loin, que l'adversaire n'avait pas vu. C'est 5 modèles sur des bases de cavalerie, donc ça fait un écran qui peut être très, très long. Donc, ça peut être 24 pouces pour les déplacer, pour venir protéger nos unités de Blade Gaze, par exemple, avec lesquelles on va vouloir charger le tour suivant. Puis, c'est Battle Line. Donc, on a besoin de 3 Battle Lines. Pourquoi pas? Moi, je pense que c'est tout à fait jouable comme unité dans certains builds. Je ne baserai pas ma stratégie sur ça, mais une unité ou deux de X-Ray, ils ont facilement un rôle, encore une fois, qui est défini. C'est ce que j'aime parce que les Harridan, les Blade Gaze et les Reapers ont un peu le même rôle d'être à la fois marteau et enclume. Fait qu'il fallait que les autres unités aient un rôle qui est clairement différent. C'est le cas avec les Spiritos qu'on vient de voir et c'est le cas avec les X-Ray aussi. Ils ont un rôle complètement différent. Ça va être un rôle d'embêter les unités ennemies et d'aller chercher des objectifs. Donc, on va en voir sur les tables. Excellent. Et donc, il nous reste essentiellement, je pense, c'est les nouveaux modèles, en fait, les Craven Throne Guard. Tu l'as mentionné, Vincent, il n'y a pratiquement pas de tir dans cette faction-là. Maintenant, nouvelle unité, un petit peu de tir. Est-ce qu'on les joue? Est-ce qu'on les peint? Est-ce qu'on les met sur la table? Malheureusement, rien que tout ça. On les met sur les tablettes. Ça aussi, ça fait jaser, mais dans le mauvais sens. Écoutez, c'est la première unité de tir qui fait paraître les Blizzbarb Archer de Slaanesh comme étant une bonne unité de tir. 12 pouces de range, premièrement. Fait que c'est vraiment pas une grande portée. Et on se dit, s'ils ont 12 pouces, sûrement qu'ils vont cogner. Ben non, 2 attaques, 4+, moins 1. Mais ils ignorent les obstacles qui bloquent la line of sight. Ça sert à rien, c'est 12 pouces. On comprend pas vraiment ce Watch Scroll-là, honnêtement. Il y a plein de gens, quand ça a été spoilé, se sont dit peut-être qu'on a des règles spéciales, quoi que ce soit, sous-faction, ils sont peut-être bodyguard ou rien de tout ça. C'est juste vraiment des très, très, très mauvais tireurs. La seule utilité que je leur vois, peut-être, activer, dans le fond, faire des dommages à unité pour qu'après ça, les Harridan bénéficient de leur bonus. Mais on a des héros qui vont faire le même travail pour beaucoup mieux et qui vont nous apporter plus. C'est triste. La seule application que je pourrais voir, la seule raison que je pourrais voir pourquoi on aurait donné cette habilité-là de pouvoir tirer sans ligne de vue à une unité qui vole, par ailleurs, c'est si le prochain manuel du général nous arrive avec des terrains qui cachent la ligne de vue. Donc, si on s'inspire un peu de 40K pour réduire un peu l'impact du tir dans le jeu, est-ce que ça s'en vient? Est-ce que c'est un signe que ça? Là, je spécule. On ne sait pas. Peut-être. Et finalement, on a le dernier War Scroll d'unité de la faction. Le Black Coach, une superbe pièce, mais tu as un peu gâché ton commentaire tantôt, Vincent, en disant que malheureusement, cette mouture-là n'est pas encore suffisante pour qu'on la voie sur la table. Peux-tu nous dire pourquoi? Oui, je vais essuyer une larme, ce sera pas long. Honnêtement, je pense que comme plein de joueurs Night Hunt, ce que j'espérais, c'est que le Black Coach soit jouable. La pièce, elle est tellement magnifique, je ne comprends pas qu'ils ne sont pas capables. On se souvient, dans l'autre édition, il a commencé à 300 quelques points et il a descendu jusqu'à 200 points. Puis même à 200 points, il était comme pas si bon que ça. Je pense que ça va faire la même chose. Il est remonté à 340, si je ne me trompe pas, aux alentours de ça. Vous regarderez le coup en point exact, mais c'est dans ces environs-là. Bon, qu'est-ce qu'on a? Le problème, c'est qu'il ne cogne pas assez fort. Contre des unités qui ont 3+ de sauvegarde, il va faire 5-6 blessures seulement pour un modèle à 340 points. Ça ne cogne vraiment pas. Et il n'y a pas beaucoup d'autres habiletés qu'il va nous apporter. Ce qu'il a gagné, qui est bon, on va lui donner ça. Il a 12 points de vie et il a une protection à 5+. Donc, c'est tanky comme héros. Oui, ça c'est bien. Il a gagné aussi le fait que déjà d'emblée, il fait des blessures mortelles quand il frappe, puis il peut retraiter et charger aussi d'emblée. Donc, ça augmente un petit peu sa létalité. Et sa plus belle habileté, c'est le Nimbus of Power. On peut, au lieu de faire un mouvement normal ou retraiter, le téléporter. Une unité qui se téléporte gratuitement, sans point de commandement à chaque tour. Toujours bon. C'est toujours bon. Des fois, l'adversaire fait une petite erreur, nous laisse un objectif sur lequel on peut aller s'installer et c'est une grosse pièce. Bon, OK, ça compte pour 2 parce que c'est pas un monstre ici. C'est pas un héros non plus. C'est ce qu'on espérait qu'il y ait le keyword hero, ce qui nous aurait permis de lui donner un artefact, qui nous aurait permis. Ils l'ont pas donné. Ewa, qui est une chaîne en anglais, a dit c'est un bel exercice
de Games Workshop d'essayer encore une fois de ne pas donner aux joueurs ce qu'ils demandent. On voulait, au moins il y a le keyword totem, donc il peut utiliser des ordres à 18 pouces autour de lui. Et il y a une habileté Evocation of Death. Il commence à partir avec un D6 qui est sur un 1. Chaque fois qu'il y a un modèle qui meurt autour de lui, donc à 12 pouces de l'unité, on va augmenter de 1 le dé. Lorsque le dé va être rendu à 5 ou 6, on va augmenter notre sauvegarde, notre protection, notre ward de 5+ à 4+. Sur le coup, quand j'ai lu, je me dit, ben ça, finalement, ça le sauve parce qu'on va avoir plein de fantômes autour de lui qui vont mourir. Non, c'est des unités ennemies. Donc, il faut que des unités ennemies à 12 pouces de lui meurent, pas des unités, mais des modèles ennemis à 12 pouces autour de lui meurent pour qu'on puisse augmenter le jet de dés. À l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de hordes, ça dépend de ce qu'on affronte, en fait. Lui-même ne tuera pas beaucoup de modèles parce qu'il ne fait pas assez de dégâts. Donc, ça va être difficile de l'augmenter. Et lorsqu'on est rendu à 6, on peut prendre le dé, le remettre à 1. Donc, on épuise toutes les énergies, les armes qu'on a collectées. On va rouler. Sur 2+, on va faire 3d3 blessures mortelles à une unité qui est 12 pouces. Donc, ça c'est quand même bien. C'est un tir qui est fort, mais c'est sur 2+, et ça ramène notre dé à 1. Donc, on perd notre sauvegarde, notre ward remonte à 5+. Je pense qu'il est trop cher. Je pense que le mec qui pèse de quoi en point, on va le voir sur les tables, mais je pense que pour l'instant, peignez-le parce que le modèle est vraiment beau. Mais il ne ramène plus de modèle, il ne guérit pas autour de lui. On le laisse sur les tablettes, on attend que Games Workshop réalise qu'il n'est pas si bon que ça, puis qu'elle baisse peut-être en bas de 300 points. Et finalement, il nous reste les sorts persistants. Oui. Donc, les 3 sorts persistants. Que peux-tu nous dire là-dessus sommairement? Sommairement, Mortalis Terminaxus, dans le fond, il n'a pas changé. Il continue de frapper très fort. Là. Dans le fond, c'est un sort qui a. On le lance, si je ne me trompe pas, c'est 12 pouces exactement. 8 pouces parce que c'est un sort prédateur. Et après ça, toutes les unités qui sont à 6 pouces vont subir sur 2+, D3 blessures mortelles. Ou si on choisit de ralentir le temps, toutes les unités à 6 pouces vont se guérir de D3 points de vie. Donc, un sort qui a 2 options. 6 pouces, ça fait dans le fond un peu plus que 12 pouces avec sa base de diamètre. Ça va affecter beaucoup d'unités ennemies. C'est pour ce sort-là qu'on prendrait le Midnight Tomb notamment pour être sûr de pouvoir le lancer. Mais c'est 85 points, c'est très très cher comme sort. Puis on va le lancer automatiquement une fois dans la partie. Les autres tours, l'adversaire va essayer de dissiper. Donc, trop cher, mais il est bon. Trop cher, mais il est bon. Volt of Soul, perdez pas votre temps avec ça. C'est pas bon, c'est le genre de sort qu'il faut qu'il cumule, puis à un moment donné, il explose, puis tout ça, puis il explosera jamais au bon moment, puis il va être dissipé avant, fait que pas très bon. Et le Shyish Reaper? Encore une fois, ça fait pas assez de dommages pour que ce soit bon. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va frapper, on va rouler 2 dés, et il va, si on réussit à battre la sauvegarde d'armure de l'adversaire, l'unité ennemie va subir des 3 blessures mortelles. Donc, c'est intéressant parce que c'est des blessures mortelles contre les unités qui ont des grosses sauvegardes d'armure. Donc, plus l'adversaire a une bonne sauvegarde d'armure, plus il y a de chances de faire les 2d3. Mais ça coûte trop cher, ça n'a pas une portée qui est très, très grande. Fait que non, je pense pas qu'on va voir ça sur les tables. Donc, beaucoup de trucs là-dedans, beaucoup de règles, beaucoup de debuffs, beaucoup de choses. Comment on construit une liste maintenant avec ça? Trop d'options, je ne sais pas. En fait, j'en ai construit 2. Je pense qu'il y a 2 archétypes qu'on peut voir. En fait, une pour chacune des sous-factions que j'aime bien. Okay. La première, c'est la Emerald Host avec Lady Hollander. Je disais que j'hésitais, mais je l'ai mis dans cette liste-là. C'est essentiellement la liste que j'ai jouée contre Yann là, à quelques modèles près. Lady Hollander, Krulgas Cruciator, Guardian of Soul. On va voir pourquoi ces 2 unités-là. Des Chainras, ça c'est juste ma dernière battle line parce que j'avais pas plus de points que ça. Unité de Spirit Host pour protéger notre Guardian of Soul puis notre Krulgas Cruciator. Et un bloc de 30 Grimghast Reaper. En fait, ici, j'y étais avec un gros bloc qui va être très tanky. On va pouvoir mettre dessus Seal of Shyish pour avoir sa ward de 5+. On va pouvoir, si Lady Hollander n'est pas trop loin, lui donner Shade Mist pour que l'adversaire soit à -1 dans ses jets de blessure. Le Krulgas Cruciator va faire en sorte que, rendu au corps à corps, les dommages vont être diminués de 1 contre l'unité de Reaper. Et j'ai mis le Light Shard of the Adverse Moon sur le Krulgas Cruciator. Fait qu'une fois par bataille, les Reapers vont avoir 3 attaques au lieu de 2, 4 s'ils sont contre une horde ou une unité de 5 modèles ou plus.
Et ensuite de ça, des Harridan pour compléter finalement 4 blocs de Harridan. Parce qu'avec Lady Olinda qui fait des blessures mortelles, les Harridan vont pouvoir charger des unités qui sont blessées. Donc, elles vont avoir leur bonus. Un Warlord pour avoir d'une part le Light Shard puis avoir le Arcantome comme deuxième artefact. J'aime bien en passant le Arcantome. J'avais essayé sur un sorcier qui est déjà sorcier, qui est notre général, qui a Master of Magic, donc il relance. Il relance un de ses sorts. Fait que là, avec Arcantome, il y a 2 sorts. Si le premier passe bien, tu n'as pas besoin de le relancer. Si le deuxième passe pas, là, tu peux le relancer. Ou l'inverse, des fois, ton premier sort passe pas, tu le relances, le deuxième. Fait que je trouve que ça faisait une belle combinaison. J'avais essayé ça avec mon Necromancer, puis j'avais pas été déçu en Soul Blight. Fait que j'ai fait la même chose sur le Guardian. Et j'ai mis Hunter of the Earthland sur les Reapers et 2 blocs de Harridan. Notre bloc de Hunter, de Reaper, on veut pouvoir le protéger, lui donner le All-Out Defense si le spell n'a pas passé. Donc, on veut qu'il gagne le plus fort possible aussi, donner All-Out Attack au besoin. Fait qu'on veut pas qu'il soit affecté par un War. Parfait. Et c'est une liste de plus de 80, près de 90 modèles, qui a quand même un bon contrôle d'objectif. Oui, tout à fait. As-tu une deuxième liste à nous présenter? Oui, celle-ci, ça va être avec une sous-faction qui va être différente. C'est le Scarlet Doom ici. Je vais utiliser, dans le fond, les Blade Guys. Vous avez vu le spam de Blade Guys dans la liste. On voit ça. J'ai été simplement, mais je pense vraiment que c'est efficace parce que les Blade Guys, on l'a vu, ils peuvent cogner très, 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 très fort. Et là, si en plus ils font des blessures mortelles sur la charge, l'adversaire n'a vraiment pas de fun. Il y a beaucoup de modèles qui vont tomber juste sur les charges répétées des Blade Guys. Donc, 2 Guardian of Soul, principalement pas pour leur sort. C'est pas pour la magie que j'utilise les Guardian of Soul. C'est principalement pour leur bulle de +1 pour One-Day. Là, ce que j'ai vraiment misé, c'est le plus d'agressivité, le plus de dommages possible. Et comme Yann l'a dit, ça fait beaucoup, beaucoup de modèles dans les listes. Fait qu'on réussit à contrôler les objectifs avec ça en plus. Donc, d'une part, le premier va avoir Master of Magic, relancer son sort, avec Seal of Shyish, pour donner une de mes unités de Blade Guys, va avoir un 5+ de Ward. Le deuxième a Shade Mist. Une de mes unités va avoir un bonus, un malus aux adversaires qui vont le frapper. Ils vont être à -1 pour blesser. Les 2 Guardian of Soul, au besoin, un des 2 à 24 pouces peut ramener des 6 Blade Guys. Donc, quand tu as une unité de Blade Guys qui a été affaiblie mais qui n'est pas morte, tu peux ramener des 6 modèles. Et j'ai utilisé un Dreadblade Arrow. Le Dreadblade Arrow, son rôle, c'est que lorsque le Guardian of Soul va donner All-Out Attack à une unité, il va pouvoir lui aussi donner All-Out Attack à une autre unité. Et je lui ai donné le Light Shard of the Harvest Moon. Pourquoi le Light Shard of the Harvest Moon? Pour que mes Blade Guys soient à 4 attaques au lieu de 2. Le tour, ils vont charger. Ils vont tomber à 3 attaques avec la charge, plus 1 avec le Dreadblade Arrow qui va utiliser son habileté de commandement. Donc là, ça va toucher quelque chose, même quelque chose qui va être sur la sauvegarde à 2+. Ils vont pouvoir faire beaucoup, beaucoup de dommages. Et là, j'ai mis 8 unités de Blade Guys en MSU. 8 unités de 10, taille minimale, parce que je veux avoir le plus d'unités qui chargent possible. Il me restait un petit peu de points dans ma liste. J'ai mis des Mirmon Banshee qui vont me donner une protection magique sur mes Blade Guys, qui va être une unité de plus qui va charger. Et la composition des bataillons, elle est simple. J'ai un Hunter que j'ai mis pour 3 unités de Blade Guys, pour pas qu'il se fasse roar ou surtout pour pas qu'il se fasse stomp bêtement. Mais j'ai utilisé 3 bataillons Vanguard, en fait, un pour chacun de mes héros. Ça fait en sorte que je vais pouvoir relancer mes charges avec toutes mes unités. Finalement, je vais avoir 3 fois gratuitement avec le Vanguard. Je vais pouvoir relancer 3 fois les charges. Donc, soit la charge est ratée, soit la charge, j'avais absolument besoin d'un 8+ pour activer la pénétration. Fait que, bref, c'est une armée qui retraite, qui charge, qui retraite, qui charge, qui retraite, qui charge. Je pense que c'est quelque chose de viable en Night Hunt à l'heure actuelle. Et encore une fois, beaucoup de modèles pour le contrôle d'objectifs. Non, ça va être assez. C'est une belle liste, très intéressée à l'affronter. Ça fait très, très fantôme, nuit de fantôme qui arrive de partout, oui, qui bouge partout. Là. Vraiment, vraiment intéressant. Là. Super. En conclusion, Vincent, qu'est-ce que, en fait, Yann aussi, qu'est-ce que vous pensez de la place dans le méta des Night Hunt avec ce nouveau Battle Tome-là? Je pense qu'à l'heure actuelle, ils sont dans le haut du fat middle, peut-être, avec le Retreat and Charge, puis à quel point ils peuvent cogner, je pense qu'ils sont dans le milieu, voire un petit peu au-dessus du milieu. Je pense pas qu'ils sont dans ces armées-là oppressives dans le top du méta. Mais là, évidemment, c'est de la spéculation. Là. Il y a quelqu'un qui va sortir une liste incroyable, qui va faire 5-0, puis tout le monde va jouer ça. Puis là, je vais dire, OK, finalement, c'était excellent, puis je ne l'avais pas vu. C'est très possible. C'est peut-être la tienne.
C'est peut-être quelqu'un va sortir cette liste-là. Là. Ça, c'est une liste la dernière que je n'ai pas testée encore, là, mais honnêtement, là, ce serait une question de chance. Je suis tombé sur la liste gagnante comme ça, juste en faisant du Matt Hammer, sans vraiment jouer l'armée. J'ai pas tant de mérite, j'ai juste été chanceux. Mais je pense donc, je pense qu'ils seront bien positionnés. Ils sont capables de rivaliser avec les grosses armées, mais ils ne domineront pas le méta, selon moi, pas comme le font les Stormcast ou les Séraphons à l'heure actuelle. Dans l'ensemble, moi, je retiens aussi, au-delà de la place dans le méta, un livre bien écrit, intelligent, fluff, avec une bonne balance interne aussi, un beau choix d'unités, un très beau choix de héros. Donc, vraiment, encore une fois, une réussite. Puis, je suis vraiment impressionné par les Battle Tomes V3. Autant dans V2, on peut avoir l'impression que c'était pile ou face, qu'on avait un Battle Tome sur deux qui était très bon, un sur deux qui était mauvais. Là, jusqu'à maintenant, on est agréablement surpris de tous les Battle Tomes V3. Il y a peut-être juste dans les Heroic Parklands là, que les Iron Jaws ont reçu presque tout ce qui est bon, puis les deux autres factions ont été un peu oubliées, ou en tout cas, ils sortent moins bonnes qu'on aurait voulu. Mais dans l'ensemble, des super beaux Battle Tomes, ça continue. Donc, ça permet d'être très enthousiaste aussi pour les prochains qui s'en viennent, parce qu'on sait qu'on a encore plusieurs Battle Tomes à venir dans les prochains mois. Ça va être une année chargée, je pense, avec 11 Battle Tomes de prévus en tout et partout pour 2022. On va en faire beaucoup. On va en lire beaucoup. Et jusqu'à maintenant, ce sont des très beaux Battle Tomes, donc c'est vraiment agréable. Tout à fait. Mais j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un petit pouce vers le haut, ça nous aide pour la visibilité de la chaîne. On remercie encore le Griffon pour commanditer cette série de vidéos de Battle Tome Review. Donc, c'est votre boutique Les gars à Sherbrooke. Et sur ça, on vous souhaite bon wargaming.